Bonjour, alors bienvenue à la Ligue des Cinévores. Je m'appelle Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Alors comment vas-tu Max aujourd'hui? Ça va super bien, toi, mon Matt? Ah ça va, un peu fatigué, une longue semaine devant moi. Derrière moi, je veux dire. Je te comprends, je viens de vivre une grosse semaine, moi aussi. Ah ok, alors on perdra pas de temps. Alors aujourd'hui, notre sujet de l'émission, on va traiter du film Batman vs Superman, l'Ordre de la Justice, un film tristement célèbre. Alors on va en parler plus loin dans l'émission. On va tout de suite plonger dans le segment chronique. Les chroniques. Alors, notre première chronique cette semaine, c'est qu'est-ce que nous avons écouté durant la semaine. Alors, je vais commencer. Alors, j'ai vu le Party des saucisses au cinéma avec des amis. Bon film d'humour, qu'on voit la touche de Seth Rogen, sa fameuse touche d'humour que j'ai beaucoup appréciée. Je crois, Max, que tu l'as vu toi aussi cette semaine. Oui, je suis allé le voir au cinépark justement avec ma copine de tous les jours. J'ai beaucoup apprécié, sans donner nécessairement d'avis rapide. J'ai beaucoup aimé, c'est pas nécessairement le meilleur film d'animation que j'ai vu dans toute l'histoire, mais j'aime tellement la sauce Seth Rogen, James Oui, j'aime beaucoup son humour, en effet. Je recommande aux jeunes d'aller le voir. On va en parler dans une émission future, j'espère bien. Ouais, probablement. Alors, j'ai vu aussi un deuxième film cette semaine qui datait de longtemps. Il vient de sortir au club vidéo. C'est Le Livre de la Jungle, un grand classique. La version en vrai, pas la version animée, que j'ai vu aussi et que j'ai apprécié. Est-ce que tu sais c'est qui réalise le film? Je m'en rappelle plus. C'est Jon Favreau, c'est lui qui avait réalisé le premier Iron Man et le deuxième. Ah! Le tristement Iron Man 2, là. Ouais, le tristement. Ben, le troisième aussi est tristement, mais c'est un autre dossier. Ouais, c'est ça. Mais oui, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est un autre film que je recommande à écouter. C'est pas mal ça que j'ai écouté cette semaine. Alors, je vais aller avec toi. Est-ce qu'il y a le deuxième film que tu as vu au cinépark? Outre Party de ça, j'ai été voir Lights Out, le film d'horreur. En français, c'est Dans le noir. Mm-hmm. Un bon film d'horreur, mais je vous recommande fortement d'attendre qu'il sorte en DVD ou sur vidéo sur demande. C'est déjà vu avec des bonnes idées. Ok, c'est pas un film qui vaut la peine d'être vu au cinéma. Là. Non, je crois pas. Surtout la durée, 1h15. Ah, c'est court, ouais. C'est court. Moi, je trouve ça court. Pour les films d'horreur, c'est toujours difficile, les films d'horreur. Ouais, non, c'est ça. Ok, ouais, je suis d'accord. Sinon, j'ai écouté Sleepy Hollow, le film avec Johnny Depp que Tim Burton avait réalisé. J'ai écouté ça aujourd'hui même. Oh, ok. Ma conjointe n'avait jamais vu ce film-là et moi, ça faisait, pendant 10 ans que j'avais pas vu ce film-là. Ouais, c'est un grand classique. Là. Oui, étrangement, le film n'a pas vieilli. Ah ouais? Ça fait longtemps que je l'ai vu, moi. Ouais, ben, il est sorti en 1999, mais je te dirais que le film n'a pas tant vieilli que ça. Ça marche encore. Sérieusement, là. Je savais pas que Christopher Walken jouait là-dedans. Il joue dans le film? Ouais, c'est lui, l'acteur qui représente les cavaliers sans tête. Ah, ok. Je le vois pas sans tête, là, mais. Vois-tu, je m'en rappelais pas que c'est j'ai vu sur Marie-Lotte. J'avais oublié, moi aussi. Ok. Ouais, c'est un classique qui me donne le goût de le voir d'ailleurs. Mais on peut faire une chronique aussi sur ce film-là une prochaine fois. Alors, la deuxième chronique de cette semaine, c'est une belle chronique déjà à notre émission. Ouais. Les nouvelles de la semaine qui nous ont marqué. Dans cette chronique, nous allons parler de nouvelles que pour nous valent la peine d'être discutées et entendues dans notre émission. Alors, cette fois-ci, en fait, donc, je vais commencer. Alors, moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est une nouvelle principalement. Ils ont annoncé l'ultime coffret final des deux trilogies de l'univers de l'anneau. Donc, Seigneur des Anneaux et de Hobbit, dans un gros coffret en forme d'une rangée de livres sur une étagère qui contient tous les films en version Blu-ray et plusieurs compléments, films compléments, CD compléments. Par contre, le prix m'a vraiment très surpris. Il se dénote dans les 800 $. Oh mon Dieu, 800. C'est le $100 pour c'est le prix le plus cher que j'ai jamais vu, je dois te dire. J'en ai vu de Marvel qui était très cher, mais celui-ci. Est-ce que, c'est quoi, y a-t-il la version, la version, mettons, du premier Seigneur des Anneaux, le premier, t'as la version longue en plus, et t'as 2 DVD par Je sais que c'est des versions longues qui sont dedans. Je ne sais pas si les versions courtes sont incluses. J'imagine que oui, vu au prix du coffret. 100 $, j'espère. Mais il mettait beaucoup en sur les versions longues parce que c'est évidemment les meilleures versions, c'est les versions longues personnellement. Okay. Ça, on pourra en parler une autre fois. Mais c'était ma nouvelle que j'ai accrochée cette semaine. Alors, à ton tour, qu'est-ce qui t'a accroché cette semaine dans l'actualité? Je crois qu'on va faire des pas. Oh, je lance le fouet. Ciao! Ah, non! Cette semaine, on a su au casting de Spider-Man Homecoming qui s'en vient, je crois, l'année prochaine, au cours de l'été prochain. Oui, en effet, on a une nouvelle actrice surnommée Zendaya. Coleman, si je me rappelle son nom. Oui, possible, Zendaya. Ouais. Où qu'un débat se crée, on dénature encore un personnage, il y a toujours sur Internet débat là. Oui, non, c'est ça. On a annoncé que c'est elle qui allait incarner Mary Jane.
Oui, moi aussi, ça m'a, ouais. Moi, personnellement, je vais m'exprimer vite, tu me dis que ça avance par la suite. Ça me plaît, j'aime ça, j'aime qu'on ose, on va chercher. En fait, juste, tu parlais, faut préciser, l'actrice qui a été choisie est afro-américaine. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié. Et c'est tout le monde qui la connaît, là. C'est une actrice assez jeune de 10 ans. Franchement, tout le monde la connaît, non, c'est ça. J'ai fait un peu de recherche sur elle, vite fait, quand j'ai appris la nouvelle. Il y en a qui la comparent à Selena Gomez, qui est relativement connue maintenant. Donc, ils disent que c'est une actrice qui est dans son genre pour Disney. Donc, elle a quand même un certain talent, ce qui paraît. J'ai rien vu d'elle encore, mais elle se paraît un certain talent. Donc, vas-y, dis ton opinion. Je laisse faire la parenthèse que les gens comprennent. Mais j'aime ça qu'ils se permettent que Marvel se permettent autre chose qu'on ait cherché ailleurs. Je sais que le très mauvais 4 Fantastique qui est sorti cette année, au début de l'année, on a changé le personnage de Torch. Je sais qu'il y en a qui sont poussés à cause de l'origine qui a été changée, mais c'était pas l'acteur noir qui me dérangeait. Moi, je suis toujours prêt qu'on essaie des choses. Puis des fois, je pense que c'est ça qu'il va faire. Non, je sais, je suis ouvert aussi là-dessus. C'est sûr que des fois, c'est quand t'es un fan fini d'un personnage, ça peut être difficile. J'ai rien contre l'acteur comme toi, mais c'est sûr que les cartes fantastiques, ça m'a au début bloqué un peu pour voir le film. Mais j'ai finalement opté pour voir le film, mais ça, on va en parler dans notre chronique. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a tout le temps le geek fan qui, tu sais, le fanboy intense comme le dernier de Ghostbusters que beaucoup de personnes ont juste boudé à cause que c'est un casting féminin. Ouais. Moi, ça me dépasse. Je trouve que je trouve que c'est, on n'évolue pas, on recule. Okay. Mais en même temps, si on m'annonce que le nouveau Superman va être avec une femme ou un asiatique, c'est pas qu'il soit asiatique ou que ce soit une femme. C'est pas ça qui me dérange en soi. Je pense que à un moment donné, il y a dénaturé puis il y a dénaturé l'œuvre en soi. Oui, là. Non, on parle de l'origine de l'œuvre, ce qui peut être assez non. Ouais, c'est un peu la chose, c'est un peu. Il y a beaucoup de personnages qui font ça en ce moment. On entend de plus en plus parler. Comme Thor qui est devenu une femme. Ouais, c'est ça. Ils ont parlé cette année quand ils ont parce que Thor est rendu très populaire maintenant, qui ont annoncé qu'il allait changer Thor en femme. Et beaucoup même Iron Man, je pense que. Oui, c'est rendu une femme maintenant, mais c'est récent, c'est la nouvelle monture d'Iron Man, c'est rendu une afro-américaine. Je crois que Tony Stark existe dans cette monture-là. J'ai pas trop des films, mais oui, il est toujours présent parce qu'il est comme lié à ce personnage-là, il a comme une histoire avec. C'est comme le successeur de. J'ai l'impression que c'est ça. Moi, j'ai l'impression, pourquoi ils font ça? C'est qu'éventuellement, pour les films, parce que Disney a acheté Marvel au complet, là, ça comprend donc Marvel Comics, on prépare déjà les bases quand Robert Downey Jr. va dire, ben, écoute, moi, ça fait 40 films que je fais, je suis tanné. Ben, ce qui est drôle, c'est que déjà, il voulait arrêter après le premier Avenger. Ouais. Puis que ça a tout pris pour qu'il le re-signe, c'est lui qui coûte le plus cher, puis de loin dans les acteurs de Marvel. Oui, parce que je pense qu'il y a un pourcentage sur le film en plus d'un salaire assez élevé. Je pense que le premier Avenger, il y avait 50 millions de base. Là, je crois que c'était, je crois que c'était 10% des revenus du profit. Non, il est vraiment super. Il peut se le permettre. Non. Mais à un niveau quand même, mettons pour le Civil War, qui est quand même, on va en parler, c'est quand même un film intéressant. Mais, à la base, c'était censé être un film vraiment plus sexiste que America. Puis il était sans une présence de cet acteur-là, mais il a refusé de participer au film s'il était secondaire. Donc ils ont dû revoir l'histoire complète pour qu'il puisse être présent comme étant un principal. Ben, c'est une bonne chose. Parce que tu sais, mais en même temps, ils sont caprices. Je veux dire, vu qu'il est rendu plus populaire de Marvel, s'il veut l'avoir, il faut qu'il donne ce qu'il veut. Ça peut venir déranger à un moment donné, je veux dire. Mais à sa défense, il a accepté de jouer dans Avengers 2 et 3. Ben, le 3, 4, en tout cas. Il s'en vient, là. Ben, si le salaire des autres acteurs était révisé. Okay. Parce que, je me rappelle, Chris Evans, ça avait fait pas loin juste de 250 000. Écoute, Robert Downey Jr. ça fait 50 millions. Non, je le comprends. Et je trouve ça cool de sa part. Puis probablement que c'est pour ça que j'imagine que l'équipe marche aussi bien au cinéma. C'est probablement parce qu'ils s'aiment tout entre eux. Ouais. Ben, c'est à une certaine limite. Ouais, je dis, ouais. Mais c'est ça, alors, ce qui est Stephen Tenbell, donc, il nous reste une dernière chronique, la chronique hors sujet. Dans cette chronique, on parle de tout et de n'importe quoi, récemment lié à l'univers cinématographique, qu'on discute dans notre émission. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire cette semaine, Maxime? J'ai été bien relax, pour vrai, j'ai été, surchargé, par le bien en général, hein, on a tout oublié. Mais, j'ai lu un Archie, c'était, écoute, rebondissement après rebondissement, Archie, là, il court après deux filles, le savais-tu? Mais, je te jure! Ben non! J'avais jamais vu la série à TV quand j'étais petit. Non, moi, cette série-là, j'essaie de pas y penser qu'elle existe. Non, écoute. Non, je l'écoutais de temps en temps, il y avait rien d'autre à écouter, mais je suis toujours étonné que ça existe encore, c'est vieux, Archie, là. Moi, c'est de génération en génération. Mon grand-père lisait ça, mon père lisait ça, puis moi, dans ma famille, il y a personne qui lisait ça, j'ai vu ça à cause de la série.
Puis Ben, c'est un bon livre de toilette. non, comment ça de même? Donc c'était pas mal. T'avais-tu autre chose? Non, c'est tout pour moi pour le hors-sujet. Je te laisse la parole. Ok, moi pour le sujet, je vais revenir encore dans l'univers des super-héros. Je veux pas en faire un cliché, mais j'ai lu beaucoup de comics, je suis quelqu'un de passionné là-dessus. On n'est pas cliché, nous. Ouais. Mais bon, c'est ça. Cette semaine, j'ai fini par lire le reste des Suicide Squad que j'avais commencé après le film et que j'avais parlé dans l'émission. Ouais. J'ai parti sur d'autres séries très intéressantes. Entre autres, la série Grayson. Mm-hmm. On suit Dick Grayson, qui est le premier Robin, qui est devenu Nightwing par la suite, que dans les événements récents de 1952, il ne peut pas être Nightwing à cause d'événements qui font en sorte qu'il ne peut plus porter cette identité-là, donc il a choisi une nouvelle identité. Ouais. Donc il devient une sorte de James Bond, un agent secret. Puis on le suit dans ces missions-là, c'est comme des histoires un peu à la James Bond, il travaille pour une organisation secrète, tout ça, c'est très intéressant. Ça amène une nouvelle vision de ce personnage-là. Rappelle-moi le nom exactement de c'est Grayson, c'est son nom de famille. Ok. Après, ils ont changé la monture de Nightwing pour Grayson parce qu'il peut porter ce personnage-là à cause d'événements en rapport avec New 52. Donc c'est toujours la monture de 52. Ouais, c'était une des plus grandes vagues de comics. Ouais. Je l'ai continué à lire, je l'ai pas fini. J'ai lu au complet les 2 cycles de New 52 de Deathstroke, un personnage que j'ai trouvé très intéressant, que je connaissais pas beaucoup, que j'étais tombé en amour en voyant dans la saison 2 de Arrow, qui était le méchant principal. J'ai lu 2 séries, c'est un des rares personnages que le droit de 2 séries dans cette monture-là. C'est un personnage très complexe, une histoire très intéressante, et j'aurais voulu le voir, même juste en caméo, dans Suicide Squad, j'aurais aimé ça, c'est un personnage qui a un lien avec cette équipe-là. C'est, en gros, pour faire simple, son histoire, c'est d'abord, pour que les gens puissent relire s'ils connaissent un peu l'univers Marvel, Deadpool, c'est sa parodie. Dans le fond, c'est un mercenaire qui a eu des expériences sur lui, le fait qu'il est rendu un surhumain, mais contrairement à Deadpool, lui, il est sérieux, puis dans le fond, son but, c'est d'être reconnu mondialement comme le meilleur, et qu'il accepte les contrats, il tue des cibles, il fait des vols, tout ça. C'est un maître d'arts martiaux, d'armes au corps à corps, de fusil, tout ça. C'est vraiment un personnage vraiment hors du commun. Il amène une touche vraiment sens. On peut le citer le voir comme un anti-héros, parce qu'il va d'un camp à l'autre, dépendant des circonstances. Donc c'est pas mal ces BD-là que j'ai lus. Ok, c'est bon. Je pense que ça va pas mal conclure la chronique hors sujet. Alors on va continuer dans notre chronique principale de l'émission. Quel film on va parler? On va parler de Batman vs Superman, l'aube de la justice. Oh, je crois qu'il y a débat. Oh, en effet! Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors voici notre chronique principale sur le film Batman vs Superman, l'aube de la justice, réalisé par Zack Snyder, qui a réalisé entre autres 300, Watchmen, et qui a commencé le bal avec Man of Steel. Quand même un très bon réalisateur. Max, je sais pas ce que t'en penses. Oui, ben j'ai beaucoup aimé 300, je pense comme plusieurs. Surtout que c'était une réalisation à l'époque vraiment... à l'époque, écoute, le film il maximum 10 ans. Vraiment impressionnant pour ce qu'il était. Et c'était le studio Mills à Montréal qui l'avait fait en plus. Ah, ok. Je me rappelais pas de cela, mais intéressant. Le film a été tourné à Montréal. Et Watchmen, un film incompris, mais je sais pas, je l'aime ou je l'aime pas. Mais moi, à l'époque, quand je connaissais pas autant ça super-héros, j'avais beaucoup aimé l'histoire. Je trouvais ça différent comme univers. Mais c'est très lent. Ouais, c'est ça, c'est une histoire lente. Puis en plus, il existe une version longue, puis j'ai pas eu la chance d'écouter, elle se paraît être encore plus lente. Mais c'est très intéressant. Puis Man of Steel, c'est le moins épais de la... Ah, c'est le moins épais de la gang pour l'instant, mais c'est le film-là qui est parti de balle. Ouais. Il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'il a quand même atteint son public. Ouais, je l'ai aimé. En toute franchise, je l'ai aimé, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Non, c'est ça, c'est pas un chef-d'œuvre. Il ramène une nouvelle univers de Superman, c'est ce qu'on va parler plus tard, à un moment donné dans notre émission, mais vraiment, il est parti de balle. Donc, pour revenir au film, il était réalisé justement par Zack Snyder, avec les acteurs principaux dans le rôle de Batman, Ben Affleck, dans le rôle de Superman, Henry Cavill, dans le rôle de Lois Lane, Amy Adams, dans le rôle de Lex Luthor, Jesse Eisenberg, et dans le rôle de Wonder Woman, Gal Gadot. Le film dure environ 2h30. Pour la version courte, il existe une version longue que j'ai vue, qui dure 3 heures, que je recommande pour ceux qui veulent vraiment mieux apprécier le film, qu'on va parler directement là. Alors, juste pour que les gens les mettent en contexte, l'histoire du film est relativement simple. Ça se passe, le film commence directement au début avec les événements de Man of Steel. Dans le fond, ça se passe à la fin de Man of Steel. Il y a un combat, j'en parlerai pas trop pour faire de spoil, mais il y a un combat à la fin du film. Et le film commence là. Dans le fond, on suit le film du regard de Bruce Wayne qui vient d'arriver dans l'univers de ces films-là. Et le film part directement en action. Dans le fond, le film, pour résumer, c'est un conflit qui confronte Batman et Superman dans la société d'aujourd'hui.
et aussi le rôle des super-héros, parce qu'on commence à avoir il commence à avoir plus en plus de héros dans l'univers. Donc le gouvernement des États-Unis commence à s'inquiéter de ça. Donc il y a une tension dans cet univers. Alors, dans les films, on suit ces deux héros-là qui s'opposent. Avec un film bourré d'action, c'est vraiment un film bourré d'action. J'en dirais pas trop parce que dire que j'ai des masses, ça peut dire un spoiler. Donc j'essaie de me limiter à ça. Donc on va commencer à parler du film. Alors je vais laisser Max commencer à parler de ce qu'il a aimé. D'abord la réalisation, qu'est-ce que tu as pensé à la réalisation de Zack Snyder, considérant les autres films qu'il a déjà fait là? Je vais commencer très franc. Ouais. J'ai détesté ce film. Ok, c'est très franc. C'est selon moi un des pires films qui est sorti cette année. Oui, probablement dans mon top 5 des pires films que j'ai vu de super-héros et j'en ai écouté beaucoup. T'es pas gentil, hein, c'est... Je vais essayer d'aller sans spoilers. En fait, non, je ferai pas de spoilers, en fait. Je vais aller, comme tu voulais, avec la réalisation. Zack Snyder, je trouve qu'il est capable de faire des plans qui sont d'une beauté. Écoute, c'est comme Michael Bay. Moi, je le compare un peu à Michael Bay. Michael Bay, là, ses films, c'est super beau. Mais c'est fade. Ouais, ça, mais Michael Bay, oui, c'est ça. J'avais trippé sur quel concept avec son Summer, mais plus qu'en fait, moins que je trippe, c'est on voit la faditude. J'en ai pas aimé. Ça me tape c'est vrai, plus que je les écoute, plus que je vois que c'est fade. Il y a beaucoup d'explosions, mais... Oui, c'est toujours... On veut en mettre plein la vie, mais pour de vrai, à sortir du film, j'étais saturé par tous ces effets spéciaux. Moi, j'observe les effets spéciaux, je peux en prendre, j'ai pas de problème. Mais lui, j'étais tanné, j'étais brûlé. Tu fais une comparaison avec Zack Snyder qui, lui, tu trouves qu'il fait trop d'effets spéciaux ou... Ben, je trouve que Man of Steel, il y avait un bon balancement de tout ce qui est effets spéciaux. Je trouve que Batman v Superman, c'est saturé. Superman n'a jamais eu autant l'air fake. Même Superman Returns balançait mieux quasiment. T'es vraiment sûr que ça a été le pire Superman de tous les temps, là? Je pense que Superman 4, Rest in Peace, je crois, qui était flop monumental. Ouais, c'était le moins bon des 4, on s'entend. Mais pour revenir à la réalisation, c'est tellement... Le film est tellement coupé de façon étrange. C'est pas homogène, c'est garoché. Je sens que Zack Snyder a peut-être voulu faire de quoi de bien avec le film. Ouais, j'ai vu le même problème. Dès le début du film, on voit que c'est saccadé. Ça m'a aussi tapé, c'est vrai. L'idée de base, c'est pas ça. Mais... probablement que oui, les comics, ils l'ont fait. Ouais, c'est ça. Ok, je suis d'accord, mais dans un film, ça s'y prête pas. Batman et Superman, leur combat, je trouve qu'il n'y a même pas raison d'être. Ben, on pensait qu'il allait avoir raison d'être, mais la façon qu'il est placé, on trouve que c'est un peu mal. Le film le place mal, là. Je trouve je veux pas aller dans le spoiler. On n'est pas dans les raisons de Batman, j'ai trouvé. On va en parler tout à l'heure tantôt, ok? On va finir avec la réalisation. Moi, je vais dire. Vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé de la réalisation de Zack? Ben, moi, j'étais un grand fan de 300. C'est un film que j'ai beaucoup trippé, même si, dans mon point de vue historique, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé. Mais en fait, c'est un très bon film. Le deuxième, on en reparlera parce que c'est totalement... C'est correct. Ouais, c'est ça. Mais ça, après Watchmen, c'est une découverte pour moi. C'est devenu un de mes films cultes de super-héros. Ouais. Même s'il est très long, c'est vraiment différent de tous les films qu'on peut voir de super-héros. Il y a une lenteur assez tenace dans le film, mais c'est un film plus psychologique. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, j'ai pas eu la chance de me taper les comics, ce que je vais faire probablement bientôt. Après, quand j'ai vu Man of Steel, j'ai trouvé ça intéressant parce que Superman, c'est pas un des héros que je tripe le plus. J'ai aimé la façon que t'es revenu. J'avais beaucoup d'espoir. Okay. Là, quand j'ai vu Batman Superman, là, il y a beaucoup d'attentes. Les trailers, les images qu'on nous montrait, j'espérais beaucoup. J'ai écouté le film, puis comme toi, j'ai trouvé ça saccadé. Surtout au début, ça vient très saccadé. Des fois, ceux qui connaissent pas l'univers vont de la misère à suivre, ça vient très vite. On va d'un plan à l'autre. Il y a des séquences où on comprend pas trop le lien visuel. L'histoire de Batman est pitchée rapidement. C'est un peu normal vu que c'est pas sa place. Mais le film prend des raccourcis et le film saute des étapes. Il y a des incohérences qui sont tellement majeures dans le film que ça me dépasse que ça soit passé dans un blockbuster. Non, tu sens tellement que la Warner est en arrière, il faut qu'on pousse, il faut qu'on ait notre Avenger à nous. Disney sont en avance sur nous. Ouais, ils veulent rattraper leur roton, on le sent qu'ils veulent rattraper. Mais pour ce film-là, c'est tellement... Je veux pas comparer à Marvel parce que je le comprends. Mais Marvel, au moins, il avait le mérite d'avoir une pause. C'est-à-dire, on présente les personnages, après ça, on les réunit. Mais là, c'est parce qu'on sentait que, faudrait mettre Batman, mais là, on vient d'avoir une trilogie de Nolan. Ouais. C'est ce qu'on fait avec. D'autres dans les Superman, il faut faire de quoi? Anecdote intéressante, le Batman de la trilogie a été approché, Christian Bale a été approché pour jouer dans ce film-là. Mais il n'y a pas voulu. Non, ils ont augmenté son salaire 3 fois, il était rendu à 50 millions.
le même salaire que pour l'acteur qui fait Iron Man, Robert Downey Jr., puis il a refusé en disant qu'il n'a pas gâché la trilogie qu'il avait faite. Ce que je pense que c'était une bonne chose. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'était une bonne chose qu'il n'ait pas accepté. Il a quand même donné des conseils au nouveau Batman qui est Ben Affleck, qu'on va reparler tantôt dans les Ben, parlons-en du jeu de Ben Affleck. Moi, personnellement, s'il y a bien une seule chose que j'ai aimé de ce film-là, avec Wonder Woman, Ben Affleck, il y a des choses que j'aime pas dans ce film-là de Batman, mais je crois pas que c'est Batman le problème en soi. Je crois que c'est le scénario qui je pense que pour le Batman, il va falloir attendre la session spoiler parce que c'est trop risqué, là. Hein. Ouais, mais si on parle de jeu, je trouve que Ben Affleck, là, tout le monde le bâchait au début. Moi, là, c'est un très bâché, ça. Moi, là, dès en partant, j'étais d'accord pour lui. Parce que je trouve qu'elle a la gueule dans Bruce Wayne. Je trouve plus que Kristen Bell, il a fait un très très bon travail, là, en tant que Batman, là, c'est pas ça le problème. Mais je trouve qu'il a une gueule, de Bruce Wayne. Plus carré, il est tough, il est rare. Non, pour l'acteur, Ben Affleck, il est toujours bien. T'as vu Argo? Non, honnêtement, toi pis moi, Ben Affleck, c'est pas un acteur que je t'aime beaucoup. J'ai très peu vu de ses films. Argo m'en a tout le temps parlé parce que c'est un de ses meilleurs. J'ai eu la chance vraiment de me pencher sur son œuvre. On m'a souvent dit que c'est un acteur moyen. J'étais très réservé quand on a annoncé cet acteur-là. J'aimais sa carrure. Il y avait une carrure de Bruce Wayne. J'étais sceptique comme tout le monde. Je l'ai quand même aimé. Mais Ben Affleck, on dirait que tout le monde a oublié tout ce qu'il a fait dans les 10 dernières années. Ouais, ben, tout le monde pense au Daredevil. Ouais, c'est ça. C'est d'autres cas, ils ont dit, Ben Affleck, c'est le nouveau Batman. Tout le monde dit, oh non, il va pas comme Daredevil, il va scraper le personnage. Non, au contraire, tout le monde dit, là, actuellement, tout le monde dit que c'est un des meilleurs Batman. C'est ça. De toute façon, quand tu regardes Josh Clooney puis Val Kilmer, ouf, c'est normal. Non, Josh Clooney, là, regarde, on va faire un dossier à un moment donné sur les 4 Batman des années 90, là. Ouais, les deux premiers sont bien, mais Ouais, Michael Keaton a fait une belle job, mais après, là, je sais pas si tu sais, mais il était censé en faire 5. Il voulait en faire 10 avec Josh Clooney. Mais ça a tellement été de la merde qu'ils ont décidé de donner le contrat avec Josh Clooney. C'est pas compliqué. Josh Clooney a regardé son épaule, il les a fouettés, puis il a fait passe-moi pas mon tour. Le plus ironique, petit anecdote rapide, c'est ce qui a relancé la carrière de Josh Clooney à ce moment-là. Ah, ok. C'est ça qui est le plus ironique. Josh Clooney est en pente descendante, puis c'est ce film-là qui l'a fait. Parce qu'au box-office, c'était un succès. Et Robin, fouille-moi pourquoi, là. En tout cas, j'avais juste voulu mettre un dernier commentaire sur la réalisation parce que je peux couper l'herbe sous le pied, comme on peut dire. Mais c'est comme je vous dis, c'était saccadé. Mais après, le film, quand on continue après les côtés saccadés, la réalisation, à un moment donné, elle devient un peu fluide, elle s'améliore. Puis à la fin, c'est pitché à l'accéléré. On va en parler dans le côté spoiler, mais c'est vraiment, à la fin, c'est comme, tout est mis là, pis c'est comme tout ça très, tout le long du film, il y a comme une progression. Puis je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Moi, à la fin, c'est comme, la fin est arrivée, puis c'est comme un gros boom, puis après... Ah, écoute, j'ai rarement vu un film essayer de se prendre au sérieux, mais qu'il y a du maquillage de clown dans la face, là, je veux dire. Ouais, non. Ça marche pas. Non. C'est tellement mauvais comme réalisation. Excuse-moi, Zack Snyder là-dessus, il a pas assuré. Je veux bien croire qu'il a voulu bien faire. Mais là, il s'est planté littéralement. Je crois, mais je serais porté à croire que le studio est en arrière. Je vais faire l'avocat du diable, je vais prendre un peu sa défense parce que j'ai vu la version longue que tu n'as pas vue, que j'ai été vite à faire. Par contre, ce qui m'a débuté au début, c'est qu'il n'existe pas de version québécoise. Je sais pas pourquoi, par quel choix on décide de pas faire ça, mais la version française est acceptable, étonnamment. Les voix se tiennent. Ça pour dire que Zack Snyder avait un choix à faire, il devait choisir des séquences qu'il devait mettre dans le film. C'est quelque chose de difficile dans un film où il y a autant de personnages à présenter. Comme le problème qu'on a parlé dans la semaine passée avec Suicide Squad, ce genre de film-là qui veulent présenter beaucoup de nouveaux personnages importants, il faut faire des choix. Et comme on a parlé beaucoup du cas de Slipknot la semaine passée, dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup de choix à faire. Et c'est pour ça que le film il est saccadé et qu'il y a un peu de misère. Oui, je suis d'accord que le film est pas super. La version longue, il l'améliore, mais pas tant que ça. Mais c'est comme mettre du doré, c'est une coche de merde. Du doré, c'est beau, mais de la merde, ça reste là. Non, c'est ça. Le film, il faut pas dire qu'il vaut 0, là, on s'entend. Non, pas loin. Pour moi, tant qu'amateur de comique, j'ai aimé ça le voir. J'invite à ceux qui aiment les films de super-héros, qui aiment soit Superman, Batman, qui aiment même Steel, qui veulent une suite, de l'écouter. Ou de juste se laisser une chance, parce que c'est dans la continuité. Il faut falloir l'accepter, parce que c'est le début de plusieurs dizaines de films de prévus, là. Si ça plaît pas, là, parce que là, d'ici, ils investissent beaucoup, ils veulent battre, leur but c'est battre Marvel, là. J'y crois, moi. Ils ont même pas, Batman vs Superman n'a même pas été capable d'atteindre la somme fatidique de 1 milliard. Je sais, tu vas me dire, c'est beaucoup 1 milliard, mais Iron Man 3 était capable. Ouais, puis Iron Man 3, on s'entend. Moi, je l'ai aimé, mais je veux dire, c'est un des moins bons films de la gang de... Pour vous donner une idée, le Batman, le deuxième Batman, il a fait 1 milliard.
et c'est à l'époque que les billets étaient moins chers quand les films en 3D n'existaient pas. Ben, ils n'étaient pas encore en salle. Non. Il y a de la misère, on s'entend. Mais quand Warner doit paniquer voir que leur film, oui, il marche. C'est vrai, ils font de l'argent, là. Ils perdent pas un sou, c'est sûr. Les films pourraient être de plus en plus mauvais, il va toujours avoir du monde en salle, parce que c'est des personnages tellement aimés. Non, ouais, ça c'est ils l'ont dit, les CD, ils l'ont dit dans d'autres qui disaient, on a les meilleurs super-héros de notre côté, donc c'est sûr qu'on va faire des bons films avec ça. Mais à date, c'est la merde. Ben, regarde, ils ont aussi une belle trilogie avec Batman, là, ils essaient de recommencer ça. Moi, je considère que la trilogie de Nolan est une des meilleures trilogies du cinéma. Point. Puis pas juste parce que je suis un fan de films de super-héros, parce que cette franchise-là a été prise au sérieux, il a été analysé, il y a des développements, des acteurs forts. Mais je pense qu'il faudrait pas trop s'étaler parce qu'on va en parler. Non, mais donner la comparaison de Batman et Superman, sérieusement, ça paraît que on dirait quasiment que Zack Snyder est devenu un yes man. Non, c'est ça, il y a comme une coche de différence, on s'entend. C'est pathétique. Non, regarde. Je voudrais avoir ton opinion sur d'autres personnages du film qu'on voit dans le film. Ouais, vas-y. Là, on a parlé du jeu de Ben Affleck, mais je te demanderais de me parler du jeu de Henry Cavill. Qu'est-ce que t'as pensé du Superman dans Écoute, il parle pratiquement pas du film. Quand il parle, je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé dans Man of Steel, mais dans ça, là, probablement qu'il s'est fait dire par le studio, moi, parle pas trop, là, t'es mieux quand tu parles pas. Parce que sérieusement, il parle pratiquement pas, puis quand il parle, pas qu'il surjoue, mais il a l'air triste d'être là. Il a pas le beau rôle, je veux dire. Il s'est fait voler la place par Batman. Non, ça, Batman, il vole la place dans le film dans quelques parties, mais c'est pas le seul, là. Je suis d'accord avec toi, je partage la même opinion. Superman, ils montrent pas une belle image de lui qu'on avait avant de Man of Steel. Il est pas assez présent, ils ont comme déteint pour laisser la place à Batman. Sur l'affiche, c'est le nom du film. Ouais. Là, il est comme mis de côté un peu. C'est à croire que Zack Snyder aime pas ces personnages-là. Peut-être. Mais David S. Goyer, autant qu'il peut faire, qu'il s'occupe du scénario, excuse-moi, des fois il fait des bijoux, mais des fois, là, puis je parle pas des films. Il n'y a pas une comparaison très drôle, ça me fait penser, je sais pas si tu sais, mais après le désastre du film de Batman avec George Clooney, ils ont voulu faire un Superman avec Nicolas Cage. Oui. Puis le réalisateur qui a fait ce film-là. Ben, qui voulait le faire, c'était Tim Burton. Ouais, c'est Tim Burton. Puis lui, il voulait que le film, que le méchant soit une araignée géante, que Superman ait pas le costume de Superman, mais qu'il soit genre habillé en civil. Il voulait qu'il ait les cheveux longs. Il voulait qu'il y ait plein d'affaires comme ça. Je pense qu'il pouvait même pas voler. Non, il voulait pas qu'il vole, il voulait juste qu'il court. Il voulait vraiment avoir sa propre version de Superman. Puis ça a comme tout scrappé le film, et finalement, ça n'a pas parti du projet. Ils ont juste quelques images qui sont sorties de quelques dessins. Une chance. Tu te dis, en même temps, c'est ce gars-là qui a fait les 2 premiers Batman de l'époque. Ouais. Écoute, personne croyait en Michael Keaton, puis il a fait une bonne job. Bonne job pour l'époque, écoute, il fait quoi, c'est un pied 4? Non. Mais. Parenthèse, c'est drôle, Michael Keaton revient dans l'univers des super-héros. Ouais, qui va avoir un rôle dans le nouveau Spider-Man. Le vautour dans le nouveau Spider-Man. Il va faire un méchant qu'on n'a pas encore vu. C'est confirmé? Ouais, c'est confirmé. Bon, ben. C'est l'acteur le plus vieux du casting d'ailleurs, parce que le casting est en moyenne 18 ans. Ouais, c'est ça. Puis lui, il a 68. Tom Holland, c'est lui qui fait quelqu'un de Spider-Man. C'est quoi, 18 ans, ça? Je pense qu'il en a 18. Il est plus jeune que moi. Ah, c'est ça. Là, ils ont voulu en prendre un acteur encore plus jeune, parce que le précédent était dans la vingtaine, donc, bref, on va pas trop sur le sujet, mais je vais aller sur un autre personnage, je veux ton opinion. Ouais. Gal Gadot, qui avait une grosse pression, parce que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on voit une Wonder Woman dans le cinéma. Ben, en fait, pas dans le cinéma, mais vraiment dans l'univers visuel. Parce qu'à un moment, il y avait la série avec Linda Carter des années 80 qui a eu sa gloire. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait une série qui avait été pilotée il y a quelques années? Oui. Un épisode, ça a été cancellé. Je l'ai vu par curiosité. Hein. C'est pendant la publicité qu'ils ont fait l'émission. Pour vrai? Ils l'ont même pas fini, ils ont mis une reprise d'autre chose dans la publicité, quoi. J'ai vu l'extrait qui était sur Internet, puis j'ai trouvé ça vraiment moyen. Le costume me faisait pitié, ça avait l'air d'un vieux costume d'origine des années 50. C'est épouvantable. L'actrice, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait plusieurs séries qui ont été annulées. Elle était aussi censée être dans la série Aquaman, qui était censée faire Mera, la femme d'Aquaman. C'était annulé. Puis elle était censée aussi faire la copine de Green Arrow dans la série Green Arrow avant celle de Arrow. C'était annulé. Finalement, elle a eu savoir un personnage. Elle fait l'oiseau moqueur dans Agent of Shield. C'est la blonde qui se bat avec des bâtons. Je sais pas si t'as vu la série. Non, j'ai pas écouté la série. Elle est en fait une série Sparrow qui a été acceptée, qui a fit. Ça fait une agente du Shield qui se bat avec des bâtons, puis c'est l'oiseau moqueur. Elle avait une malédiction sur elle, sinon. Ben, oui, pas mal. Mais elle a joué dans ce movie. Elle a fait un petit rôle, mais elle a joué dans ce movie. Bref.
Ça pour dire, qu'est-ce que t'as pensé de l'actrice qui a incarné Wonder Woman pour la première fois au cinéma? Gal Gadot, je l'avais connu dans Fast and Furious. Même chose que toi, c'est à la même place que je l'ai connu. Je crois que c'était un mannequin à la base. Là, je m'avance, je suis pas sûr. Je connais pas son histoire vraiment, mais je sais qu'elle est très récente dans l'univers. Elle semble vraiment beaucoup aimer ce qu'elle fait. Je la suis aussi sur Facebook, puis elle a l'air vraiment d'aimer son personnage, puis elle a l'air de croire à cet univers de film-là. Ce que j'ai pensé d'elle, je crois que c'est une bonne actrice. Par exemple, ces moments, elles sont tellement brefs dans le film que c'est décevant parce qu'on en veut plus pour elle. Non, on l'avait pas assez pour pouvoir profiter du personnage. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. On la voit quelques reprises dans le film, à des moments clés quand même. Mais dans les rares choses qui sont bonnes de ce film-là, il y a elle puis ses interactions avec Batman qui sont intéressantes. Moi, je suis d'accord, avec Batman, c'est intéressant. Elle a pas vraiment d'interaction avec Superman. J'ai oublié en voir parce que c'est des personnages qui ont quand même une histoire entre les deux. Parce que c'est quand même les deux héros les plus puissants de la Justice League. Ça, on prend pas en compte Batman parce qu'il n'y a pas de pouvoir, peut-être. Mais il est tellement brillant. Ah, écoute. Ça, je peux en raconter des anecdotes sur lui. Bref. Moi aussi, j'ai pas mal la même opinion. Je connaissais pas voir l'actrice. Il y a eu beaucoup de critiques aussi sur elle, comme pour Ben Affleck, parce qu'il disait qu'elle avait pas la cover pour faire le Wonder Woman. Les fanboys, il faudrait qu'elle porte 36 DD. Genre, pis qu'elle soit cut en mettant. Ben oui. Non, moi, je trouve que c'est un bon choix de pour vrai, faut leur donner. Warner sont capables d'avoir des castings 5 étoiles. Ils sont bons pour avoir des bons castings. Finalement, j'ai aimé le choix. Elle fit vraiment dans le rôle. Il y a un autre personnage important du film, qui est quand même le méchant du film, si on peut dire, qui est Lex Luthor, qui est joué par Jesse Eisenberg, qui lui aussi avait beaucoup de pression parce que chaque Lex Luthor qu'il y a eu dans les cinémas, ils ont tous eu des opinions, ont tous été mitigés. Surtout le dernier qu'on a vu en date, qui était dans le tristement célèbre Superman Return, qui, je sais pas si ça fait, c'était Kevin Spacey qui le faisait. C'est pas un de ses meilleurs rôles, on s'entend, pour Kevin Spacey, qui a fait quand même des grands rôles, mais dans ce cas-ci, il a pas fait un Lex Luthor vraiment intéressant. Je vais dire mon opinion, puis je vais te laisser parler par la suite. Ouais, vas-y. Lex Luthor, c'est quand même un méchant que j'avais hâte de voir parce qu'on l'a presque pas vu. Moi, le dernier image que j'avais lu vraiment intéressant, c'est dans la série Smallville, qui était une série sur la jeunesse avant que Clark Kent devienne Superman. Puis dans cette série-là, au début, on les voit comme des amis. Et on voit tranquillement la personnalité de Lex Luthor se former. Sa vraie personnalité sombre, calculateur, intelligent, qui cherche à être le protecteur de la Terre, de dire que les super-héros, c'est des méchants. J'ai vu plusieurs éléments dans le film de ça. L'acteur amène sa propre version du Lex Luthor, une version un peu plus psychopathe que j'étais surpris de voir. Près du Joker. Ça. Ouais, si on peut dire, mais sans être trop dans la folie. Mais je trouve qu'il s'approchait plus de Heath Ledger en Joker. Tu sais, on cherche le chaos un peu. Ouais, un peu le chaos, mais en fait, lui, on le voit dès le début du film, il veut montrer, si sa personnalité est fidèle pour ça, que les super-héros sont le mal, en fait. Ouais. Il fait une belle comparaison, il dit on pensait toujours que c'est les anges qui venaient du ciel, mais en fait non, c'est les démons qui sont venus du ciel. Puis il montre un tableau pour montrer son image. Puis il en reparle plusieurs fois dans le film, puis j'ai bien aimé cette image-là. J'ai été surpris, je suis sceptique, je suis un peu mitigé pour son personnage. On le voit quand même pas mal dans le film, mais pas assez du côté Lex Luthor, on le voit vraiment à certains moments du film juste pour prolonger l'histoire. Mais en tant que tel, je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, mais moi j'ai été mitigé. J'ai pas trop connu Lex Luthor que je m'attendais à voir, mais j'ai trouvé intéressant. Là. Ben, Lex Luthor, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Ouais. Il y a beaucoup de façons de le traiter. C'est pas ça un savant fou, un homme d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais aussi, ils l'ont pris très jeune, hein. Ça, c'était quelque chose. Ça me dérange pas, ça. Non, ça te dérange pas? Non, c'est pas grave. Moi, ce qui m'a dérangé, en fait, j'ai trouvé, parce que Jesse Eisenberg, c'est vraiment un bon acteur. Il y a des fois, il est épatant pour vrai dans ces rôles-là. Il surjoue beaucoup. On va se le dire. Je me dis que probablement c'est parce qu'on lui a dit de faire ça. Il surjoue, soit épeurant. Il est pas épeurant, on rit de lui. Fait que c'est ça qui est dommage parce que c'est un bon acteur. Mais, il est pas mauvais. Il est pas excellent dans celui-là. Ça, je l'ai pas trouvé mauvais. Mais tu sens qu'il a été mal dirigé. Ouais, c'est ça. Parce que, crime, un acteur de même. Cet acteur-là, c'est un des acteurs probablement qu'à un moment donné, on va voir partout. Ben, il commence à être de plus en plus populaire. Je veux dire, il a fait la série Insaisissable. Il a un succès. Moi, je l'ai vu faire avec le film sur la vie du créateur de Facebook. C'est comme ça que je l'ai vu faire. Oui, ben, je le connaissais avant, mais j'avoue que ce film-là, si on veut voir Jesse Eisenberg au sommet de sa forme, ouais, c'est ça. Faut aller voir ce film. Ça le représente très bien, je trouve. C'est un très bon film, là, sur Network. C'est ça. Donc, t'avais toujours ça à dire sur le Lex Luthor? Sur Lex Luthor, non, je crois que... Il y a un autre personnage, je veux m'attarder, on n'est pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. En fait, il y en a deux, je veux dire. Il y en a vraiment deux qui me restent intéressants à parler. C'est des personnages
principal secondaire. Le premier, c'est on voit enfin un nouveau Alfred, Ouais. qui est on peut dire le bras droit de Batman, qui est joué par Jeremy Irons. Mhm. C'est un acteur que je connais quand même bien, j'ai vu dans pas mal de choses, dont la série BoJack, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si tu connais. Ouais, ben non. Parce qu'il fait le passage principal dans la série, il fait le pape Borgia, qui est le pape le plus, on le considère le père de la mafia moderne. Ok. c'est lui a corrompu la papauté, en tout cas, c'est une très belle histoire autour de lui. C'est un acteur qui a beaucoup d'expérience, puis il est quand même âgé. J'ai bien aimé son Alfred, son interprétation d'Alfred. Comme faire valoir de Batman, d'être là pour lui donner des conseils, d'être son côté sagesse, de le remettre à l'ordre, parce que Batman a une tendance à partir sur des idées des fois un peu trop sombres, ou juste d'être pas réaliste sur certains points, puis lui il amène sa touche. On le voit presque pas, c'est ce qui est dommage dans la version normale. Dans son nombre, on a quelques scènes de plus. C'est ça pour toi, vu que t'as pas vu la version, t'as peut-être moins d'opinions à dire sur lui. Ben, je te dirais que je l'ai beaucoup aimé, dans le sens que ça faisait du bien d'avoir un Alfred badass. Ouais, c'est ça. Je trouve que, non, sérieusement, je l'aime beaucoup. Je pense à un Alfred qu'on va s'attacher au fil du temps si la franchise continue vraiment longtemps. Parce qu'ils emmènent une autre image, on est toujours habitué de voir le vieux Alfred qui emmène son thé pis tout ça, c'est comme dans la trilogie de Nolan, là, qui est vieux, il est émotif, pis là, il fait tout pour protéger Batman de lui-même. Mais je trouve qu'il ressemble un peu à Tony Stark là-dedans. Ouais, il y a un côté technologique parce qu'il est pas technologique nécessairement, mais au visage. Ah oui, le look, ouais. Bon, on peut donner ça, ouais. Mais non, j'ai apprécié. Ouais, je trouve que j'ai apprécié. Puis le dernier personnage qui lui aussi a été quand même critiqué parce que c'est quand même un choix important pour les films, on l'avait déjà vu dans Man of Steel, c'est la Lois Lane, qui est faite par Amy Adams. Elle a été déjà critiquée dans Man of Steel. Il y en a beaucoup parlé parce que c'est un personnage clé de l'histoire. Puis choisir une actrice aussi, c'est comme pour Wonder Woman, c'est très difficile. En plus que ce personnage-là n'a pas d'image fixe. Il y a plusieurs images dans l'histoire des comics. Donc, surtout dans les films aussi, on n'a jamais vu la même image de Lois Lane. Donc, pour moi, vu dans Man of Steel, j'étais sceptique. Elle est arrivée très vite dans l'histoire. Elle s'accroche très vite sur Superman. Ça m'a irrité. C'est une des choses qui m'a été du film. Les deux s'attachent très rapidement, puis à la fin du film, t'es comme, ben voyons donc, sans vouloir mettre de spoiler, mais je veux dire, ça a été très vite, ça m'a un peu irrité. J'ai pas pu trop savourer le personnage de Lois Lane, parce que on la voit pas vraiment à l'œuvre. À fait, je courais après Superman dans le premier film. Excuse-moi, même après dans le 2. Ouais, ben, dans le 2, au début, on a un peu de jeu. Ouais, là, c'est une enquête, mais... Une petite enquête qui part le film. C'est ça qui va comme démarrer, qui va faire un déclencheur pour le film. Mais je trouve qu'à la fin, elle prend des décisions tellement niaiseuses. Tu te dis, ouais, bon... Non, pour vrai, ils ont voulu mettre un rôle clé à la fin. Je sais pas si tu peux. On va pas en parler tout de suite, mais je dis tu tiens de la scène, là. Ouais. En tout cas. Non, non, je l'avais pas détesté quand même dans le premier film de Man of Steel. Dans Batman de Superman, je trouve qu'il est mal amené. On sent qu'il a été forcé. On dit mettre le bras dans le dos puis tirer vers le haut en disant là, tu vas le faire. Mais comme je dis, c'est un personnage dur à jouer parce qu'on a jamais vu la même image. Si tu regardes tous les autres Superman, tu n'auras pas la même image à chaque fois. Ouais, mais tu sais qu'il est tellement niaiseuse puis c'est plate parce que je pense pas que Lois Lane en soi c'est un personnage niaiseux. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Erika Durance, une actrice canadienne celle qui le faisait dans Smallville. Je m'en souviens de vaguement de nom, j'ai vu un film d'elle récemment. Elle faisait assez Smallville, elle a amené un personnage vraiment intéressant, qui était intelligent, qui faisait des enquêtes, qui avait une personnalité très forte, qui était contraste avec Clark Kent, qui était plus réservé, puis il se confrontait beaucoup. J'avais beaucoup aimé ça, on l'a vu développer parce qu'il y a plusieurs saisons. Parce que si on le voit en 2 heures, 2 fois, 2 films. L'actrice aussi d'ailleurs, c'est une actrice que je connaissais pas beaucoup, je sais pas toi. Amy Adams, j'ai vu dans quelques films intéressants. Ouais, ben elle commence à se faire un nom. Ouais, j'ai vu dans quelques films. Le dernier que je peux me rappeler, c'est L'Arnaque américaine. Elle joue dans Insaisissable aussi. Oui, Insaisissable aussi. Non, c'est pas elle, Insaisissable. Non, ça ressemble. Non, c'est une autre actrice qui ressemble, c'est Fisher, quelque chose. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, c'est une actrice que je connais pas beaucoup. Comme je disais, j'ai vu dans L'Arnaque américaine avec Bradley Cooper. Oui, c'est ça aussi, ouais. Là-dedans, j'avais aimé son personnage. C'est passé une fausse britannique qui arnaquait le monde. J'avais trouvé ça intéressant. À part ça, j'ai pas vraiment de souvenirs d'autres films intéressants que je l'ai vus. J'essaie de me rappeler vite fait de même, mais c'est pas une actrice que je connais vraiment. Je sais pas si toi tu la connaissais un peu aussi. Plus ou moins. Non, c'est ça. J'avais pas vraiment d'impression à faire envers elle. Quand j'ai appris que c'était elle, j'étais comme, ok. Je sais voir qu'elle ressemblait pour me donner une idée. J'étais pas sûr, je me suis laissé une chance. Comme toi, comme t'as dit, elle a été poussée surtout dans Batman vs Superman. Et il y a une scène que j'ai trouvé comme, elle a été critiquée cette scène-là pour sexisme. C'est la scène du bain qu'on voit dans Batman vs Superman. Je trouvais que c'était un des moments que ça faisait du bien de voir Superman plus humain. C'est le seul moment qu'on voit vraiment le côté humain de Superman, mais en même temps, c'est une scène que
ils mettent l'emphase sur Lois Lane qui est comme elle est en train de son bain, tu sais. Je veux dire, il y a que faire une autre scène, tu sais, c'est décrit dans le sens que, tu sais, elle est comme dénudée. Ouais, mais, tu sais, C'est une des rares scènes qui parlent beaucoup les deux. Mais dans un couple de tous les jours, je veux dire, Ouais. il y en a qui slappent, il y en a qui sont souvent mis dans le sens que ça arrive, et je comprends que Superman, après une grosse journée, arrive à la maison, sa femme elle se lave parce qu'elle travaille toute la journée, tu sais, je trouve que c'est normal, genre, c'est pas une seule. J'en ai parlé parce que ça a beaucoup été parlé, été critiqué, tu sais, il y a toujours des critiques de féministes, il y en a parlé aussi pour Wonder Woman, il y a des critiques aussi. Faut pas toujours se fier aux spectateurs, c'est pas parce que des fois sont vrais, mais des fois c'est de la merde, soit que c'est excellent. Il y a pas de balance. Pour parler des autres aspects du film, surtout d'autres personnages intéressants du film qu'on peut pas parler là, puis ça va faire des spoils. Je pense qu'à moins que d'autres choses à dire, je pense qu'on va se diriger dans la section spoil, si c'est d'accord. On va pouvoir dire encore plus que c'est mauvais après. Ouais, c'est ça. Alors, on va aller à la section spoil. Ah, voilà. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors, on est dans la section spoilers. Ici, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors, ici, le film est encore plus ramassé, si on peut dire dans le sens que Max, mon collaborateur, a vraiment détesté ce film. Moi, je suis un peu plus mitigé quand j'ai vu la version longue, comme j'ai précédemment dit. Parce que j'invite Max et à tout le monde aussi à écouter pour avoir une meilleure opinion du film. Donc, le premier point qu'on va parler dans la version spoiler, dans le segment spoiler, est de bien sûr du nouveau Batman qu'on a le droit pendant la durée de ce film, extrêmement célèbre maintenant, de 2 ans et demi. Voyons, j'ai un blanc. Oui, c'est ça. Alors, Max, je vais te laisser commencer en parlant de Batman. Qu'est-ce que tu as pensé du Batman, pas de Ben Affleck, mais du Batman qui nous est présenté? J'imagine que ça fait une comparaison au Batman qu'on connaissait récemment de Christian Bale, là. Ouais, ben, en fait, c'était sûr comment je pourrais dire? Je suis allé voir le film, j'avais des grosses attentes. C'était je pense comme beaucoup de malheureusement. Puis il y a rien pas fallu. Comme Suicide Squad, pourquoi j'ai pas détesté totalement? J'ai pas d'attente. Ce que j'ai pensé de Ben Affleck, c'est un Batman qui tue. Ça me dérange plus ou moins parce que je trouve que ça aurait mérité d'être mieux apporté. Pourquoi que Batman est rendu là dans le stade de sa vie? Je m'en fous, je vois tout le monde. C'est quelque chose qui m'a dérangé parce que on le sait pas, on le connaît pas ce Batman-là. C'est un nouveau Batman, c'est une nouvelle interprétation, c'est une nouvelle image du Batman. Il présente un Batman vieux qui a déjà un background, tu sais. Mais je trouve que Batman là-dedans, il est très hypocrite, je trouve. C'est très un but de lui-même, hein. Ah ouais, comment ça? Ben, tu sens que comment je pourrais dire? J'ai l'impression que tout revient à lui. Mais il a mis beaucoup axé sur lui dans un certain sens. Oui, ben ouais, tu sens carrément que Batman a volé la vedette. Ben, tu sais, il fallait bien l'introduire puis il laisser peu de place, ça aurait été une mauvaise idée. Ouais, c'est ça, mais. C'est déjà qu'au début du film, on peut dire, on voit la fameuse scène dans la ruelle avec ses parents, tu sais. Pourquoi? Tout ça pour le Martha Twist. Je veux dire, on l'a vu à chaque film de Batman, qu'il y a un nouvel acteur, on voit la même scène. Mais en plus, dans ce film-là, en plus, c'est ça parce qu'on voit les funérailles en plus. Ah ouais. On voit les funérailles, il transporte le Seigneur ralenti, puis lui, il part en courant. Puis là, c'est encore plus accentué, puis il tombe. Comme dans toutes les, dans le funérailles, on met la même scène, il tombe. Puis il y a des chauves-souris. Puis là, un peu plus, on voit son père venir le chercher. Ah, c'est... Écoute. Mais écoute, moi je pense que est-ce que tu me permets de commencer avec le premier problème que j'ai avec le film? Vas-y, moi je vais parler de Batman, le film commence avec Batman, donc Ben, je vais vraiment commencer du début. Vas-y. On voit Lois Lane avec, je me rappelle même plus de personnage secondaire qui est avec lui parce qu'il se fait tuer tellement rapidement. Au début dans le désert. Ouais, c'est Jimmy Olsen. Oui, oui, c'est ça. Et juste parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, Jimmy Olsen, c'est le personnage principal de l'univers de Superman, c'est même le meilleur ami de Superman, c'est un journaliste comme lui, photographe en fait. Puis dans le film, on le voit quoi? Une minute, il est mort. Il est mort. Pourquoi l'avoir introduit en Juste pour dire qu'il était là. On l'a mis, là! En fait, c'est comme un faux journaliste. Oui. Écoute, c'est une vraie blague, ça, là. Ben, ok. Ce qui m'a, je vais commencer avec la première incohérence qui m'a vraiment dérangé. Lois Lane s'est fait kidnapper par des terroristes. Ouais, on peut dire terroristes, ouais. Même, ouais. Ok. Le terroriste maintient Lois Lane avec un arme. Et Superman arrive parce qu'il l'a entendu de Metropolis. Ouais, d'accord. Ouais. Il défonce le mur, il arrive. Yes sir, I'm Superman. Puis l'autre qui a peur. Ouais, bon. Il ramasse le méchant, part avec Lois Lane, l'histoire continue. Où c'est que l'incohérence est, c'est qu'à la fin du film, oui, parce que là je suis chaud de A à Z, ouais. La mère de Superman se fait kidnapper dans la même ville. La fameuse scène. Ouais, dans la même ville.
Parce que Lex Luthor décide de kidnapper la mère de C'est Superman. psychopathe. Blablabla. Tu vas me dire que Lois Lane, qui est en Afghanistan, à l'autre bout du monde, Il mais entend. sa mère qui est même pas la bouche attachée, dans la même ville qui est à côté, le bord se fait à côté, là. Ah, c'est. Je l'entends pas. Ben c'est voyons une des donc. grosses séquences du film, puis ils l'ont même, il y a eu une parodie, ben pas une parodie, mais tu connais la série web de comment elle a défini les films, How to, Ah oui. ils l'ont fait, puis dans cette version, comment ça a dû être, la fameuse scène qui dit, tu dois aller affronter Batman, sinon ta mère meurt, il fait, ben, tu donnes une heure parfait, il fait le tour de la ville, il trouve sa mère, puis il revient, puis il y a pas de bagarre, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ce qu'il a dû faire, mais ça, il fallait qu'il y ait un élément déclencheur. Mais par exemple, Alfred, il le trouve en 30 secondes, sa maman. Mais Superman, qui est l'homme le plus puissant de la planète, c'est pas où. Non, mais on va revenir au début du film parce que là, faut que ça suit. Donc, d'accord, je suis d'accord avec toi, cette séquence-là. Cette scène-là aussi est vite jetée. On n'a pas trop d'éléments qui permettent de suivre. On sait juste que le SN est là, à enquête. Il y a un gars qui est inquiet, qui est un nouveau journaliste, qui est Jimmy Olsen, on voit, comme tu dis, 1 minute. Écoute. La main de elle se fait kidnapper. Aquaman était là plus longtemps. Attends, ça, on va revenir après, mais juste pour parler de mon opinion. Le Superman arrive, il la sauve, tout explose, il s'en va. Là, après, dès que là, le film part, on clenche. Là, c'est le moment que là, on a la scène, on voit les scènes, plein de scènes de Batman. Puis les building tops. Puis une scène bâtard qu'on comprend pas tout de suite, mais qui se passe en Océanie, où il y a des chercheurs qui tombent sur une roche verte. Ouais, ils trouvent la kryptonite. Ah ouais, t'es dans l'eau! Ah! Moi, je pensais au début, c'est une scène qui allait introduire Aquaman, tu sais, genre. Mais ça, cette pierre-là vient de l'espace. En tout cas. Ben, l'idée, c'est des débris du vaisseau. Ouais, Superman se promène avec la kryptonite. Mais c'est logique parce que dans le Man of Steel, ils mettent plusieurs tours à sa planète. Ah, les dildos, là? Ouais, pis, bonne image. Pis, je crois qu'on en voit un en Océanie, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont là. Il fallait bien qu'ils fassent un plan pour expliquer la kryptonite. Ben là. Mais quoi qu'il en parle même pas dans Man of Steel. Tu sais, dans Man of Steel, il en parle nullement. Sauf qu'il y a un bout, quand il est dans le vaisseau à la fin, quand il prend l'oxygène du vaisseau, il perd ses pouvoirs. Il est comme à terre, il est comme, Superman, je sais pas si ça s'appelle, quand il est dans le vaisseau la première fois. Puis il dit, l'air de notre planète est le centre de la Terre, tes pouvoirs marchent pas ici. Puis c'est comme pour faire une référence à Kryptonite, mais le mortel des communs, le commun des mortels, il le voit pas, ça, il sait pas. Non, c'est ça. Non, la Kryptonite était mal introduite. Mais la scène de Batman, qui quand Superman a la bataille avec Zod, c'est vraiment bien amené, ça, pour vrai, dans toute la merde que le ça, c'est, je trouve que c'est une scène du film, je veux parler un peu. Mais tu sens beaucoup, je fais une petite parenthèse, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je sens beaucoup le post-11 septembre, là, dans cette scène-là. Ouais, on peut voir ça, ouais. T'as peur, là, le monde a peur, puis ça vient chercher à l'intérieur depuis que... Ben, l'ambiance du film, c'est pas ça, les gens ont peur parce qu'ils découvrent qu'il y a des gens puissants sur notre planète qui peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un peu ça l'idée du film, mais la scène, comme tu parles au début, il reproduit la bagarre de Superman contre Zod, puis mais du point de vue de Batman Bruce Wayne. C'est très bien synchronisé. C'est ça fit super bien sur le problème. Ça, c'est un détail cool. C'est que elle est longue la scène. Moi, j'ai trouvé ça. Ah, ça me prend. Parce que, tu sais, toi puis moi, on a vu Man of Steel, on a vu la bagarre. Elle est longue, la bagarre contre Zod. Là, revoir encore une séquence. Oui, d'accord, on n'avait pas du même point de vue. Ça, c'est bien. Mais pareil, j'ai trouvé quand même, surtout, ce qui m'a trouvé assez, un autre point de ça, c'est quand Bruce Wayne arrive à sa tour, puis il parle à son ami qui est en haut, puis il dit de descendre, puis son ami, il est comme, Ouais. Il est comme, tout le monde s'en va, il fait, allez-vous-en, là. Allez-vous-en, oui, ça va. Allez-vous-en, là. Il reste là avec son téléphone. Ouais, il faudrait peut-être sortir. Non. C'est pas Batman qui l'a dit. Okay. Là, cette scène-là, elle finissait avec la tour s'effondre. Batman, il regarde Superman passer, il est en colère. Là, c'est le premier élément qui montre que Batman veut s'attaquer à Superman. Là, à partir de ce moment-là, c'est que ça s'accélère, là. Ouais. Mais c'était pour trouver une excuse que Man of Steel avait tout dévoilé à la ville. C'était pour ça. Non, pis en plus, la ville, on la voit comme toute neuve. Pourtant, le film se passe pas très loin après Man of Steel. Écoute. Ils sont rapides, cette ville-là. Écoute, ça construit. Dans toutes les plans qu'on voit Metropolis, à un moment donné, il y a des zooms. On voit Gotham puis Metropolis. Les deux villes sont belles. D'ailleurs, ça, c'est un point que je veux parler. Je sais pas si ça t'a gossé, mais les deux villes sont une à côté de l'autre. Très près, hein? À la manière de New York, à la manière de New York puis New Jersey. J'ai bien aimé l'image. Puis dans le fond, la bataille avec le méchant, genre, sauter directement là, se passe sur la statue de la liberté quasiment. Là. Genre. C'est. Non. Je savais pas. Puis c'est une autre affaire qui m'a dérangé, c'est son niveau l'esthétique. Metropolis, à la limite, c'est correct, mais je trouvais que Gotham, c'est plat.
comparativement aux autres Batman, qu'on parle même les pires Batman, Ouais. Gotham avait un âme. Là, on fait pas de différence entre Metropolis. Non, mais tu sais, il y a pas trop de distinction. La distinction qu'ils mettent, c'est qu'ils disent que c'est la ville pauvre, c'est Gotham. Ouais. Parce qu'en passant, ils disent les criminels, il y en a beaucoup à Gotham. Ils disent c'est une ville vraiment mal aimée. Puis Metropolis, ils disent que c'est la ville de la technologie pis ça, parce qu'elle a l'ex-corps, tu sais. Ça m'a un peu titillé. C'est surtout le fait qu'ils sont collés. Parce qu'il y a une séquence à un moment donné juste avant la bagarre principale entre les deux, qui est une bagarre relativement courte, qu'on va reparler bientôt. Superman est genre à sa job, il regarde par la fenêtre. Je me souviens où est son appart, je suis plus sûr, j'ai un blanc pour cette séquence-là. Puis il voit le projecteur de Batman dans les airs, qui est juste l'autre côté du fleuve. Puis il part, puis il va rejoindre Batman, tu sais. Écoute. C'est le pire en pire. Mais non, moi d'abord je voulais juste qu'on commence à parler des personnages, mais juste qu'on vienne vraiment sur. Là on a parlé de plusieurs éléments, mais je voudrais qu'on s'attende un peu sur Batman, si ça te dérange pas. Là on a parlé de l'acteur, mais là, comme on parlait de ce personnage un peu, la violence. Dans le film, on montre un Batman expérimenté, qui n'hésite pas à tuer, qui est cruel, tu sais, il va étamper au fer rouge. Ouais, c'est ça, il laisse sa marque, il y a une cruauté un peu. Au début, j'étais pas sûr. Quand j'ai écouté le film, au début, j'ai pas aimé ça. Après, en y repensant, puis en écoutant la version, j'ai compris qu'à la fois, il nous montrait un Batman que là, il avait perdu son âme, tu comprends? Ouais, parce qu'il venait de perdre Robin, apparemment. Ben, c'est ça, on voit que récemment, on sait pas combien de temps, on va se rendre notre prochain Batman, que récemment, il a perdu son Robin. Fait que là, il est comme sombre. Son Robin. Ouais, c'est ça, tu sais, puis ça l'a rendu sombre, pis il y a moins d'hésitation maintenant, il a comme un peu franchi la ligne. Même si dans le film, en tant que tel, on ne met pas directement, sauf à une séquence à la fin quand il va sauver la mère de. Les scènes dans les autres séquences, c'est plus montré genre quand il y a la poursuite, une des poursuites qu'il fait en Batmobile. Oui, il fait exploser des chars, mais en tant que tel, c'est pas mis à l'accès sur les morts dans les chars, c'est juste les chars explosent. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est. Probablement qu'on l'aurait moins remarqué si le personnage avait été mieux amené, je pense. Parce que dans la trilogie Nolan, Batman tue du monde, mais c'est juste qu'on le remarque pas nécessairement. Mais sinon, au-delà. C'est l'élément qui est pas trop axé. Parce que ça, c'est pour Batman. Je pense que t'as eu pas mal le même réflexe que moi là-dessus. Ben, c'est juste que je peux comprendre que le personnage. Parce qu'on a d'habitude du code moral que Batman a de ne pas tuer. Que ce soit autant dans la bande dessinée, dans les jeux vidéo, ouais, dans les autres précédents films. Là, parce qu'on le voit que Batman il s'en fout qu'il y a du monde qui meurt. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu, comme je t'ai dit, du côté que là, il est en train de faire. À fin du film, c'est comme une rédemption. Là, au-dessus, il est down, il cherche un nouveau but à sa vie, son but c'est d'éliminer Superman, parce qu'il croit que c'est lui le mal. Finalement, il réalise que c'est pas ça, il réalise que maintenant la vie mérite d'être vécue, fait qu'il y a une rédemption, puis à la fin du film, il veut réunir des nouveaux héros pour faire une team, tu sais. Ça va être la préquelle pour Justice League. Oui, mais c'est pourquoi, on sent tellement qu'ils veulent faire ça vite, aller chercher Justice League rapidement. Ce film-là, c'est un gros teaser pour Justice League. Ouais, mais c'est le but, ouais, mais un film doit être un film à part entière. Je suis d'accord que ça va amener à une suite, on le sait tous. Mais faut que ton film soit homogène et qu'il soit un film en soi. Là, c'est juste un teaser. Puis je trouve que dans le film, la bataille entre Batman et Superman a plus ou moins lieu. Ok, explique-moi comment Superman sait que Batman est Bruce Wayne. C'est pas directement mis dans le film, ça je te l'accorde. Mais quand il se voit, on peut prétendre que Superman utilise sa vision pour voir qui était Batman. Ben, ça aurait coûté quoi de juste faire une vision qu'il le reconnaît? Je sais, ça j'aurais voulu voir ça, mais au final, il dit qu'il est Bruce. Fait qu'on peut prendre à croire qu'il l'a vu à travers ses yeux, même sans le dire, mais on sait qu'il y a une vision, même si c'est pas trop utilisé dans le film, même dans ce film-là, je pense que ça sent pas vraiment. Je sais même pas s'il l'a dans le fond, dans celui-là. Mais dans Man of Steel, il en s'en sert, ouais, mais brièvement. Mais c'est surtout quand il découvre ses pouvoirs au début du film, quand il est enfant, on voit sa vision radio pouvoir à travers, mais après, il s'en sert pas vraiment, c'est pas le pouvoir qui est mis d'avant dans les films. Donc là, c'est comme une anecdote. Moi, je vois comme une anecdote. Il dit à un moment donné, il dit salut Bruce. Puis là, on peut deviner, c'est pour ceux qui sachent, il utilise sa vision. Mais c'est pas assez bien expliqué, je te l'accorde. D'ailleurs, est-ce que tu me permets de sauter vraiment jusqu'à la fin? Il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Ben, je voudrais qu'on regarde la fin pour la fin, ça te dérange pas, parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Je voudrais qu'on y aille étape par étape, parce que je veux pas perdre les gens. Ok, c'est où tu veux. Okay. Ben, juste, regarde, là, on parlait de Batman, je veux qu'on finisse un peu avec. Oui, sur le téléphone, je parlais de Batman, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de lui. C'est sa Batmobile, qui est toujours un élément indispensable. Je l'aime beaucoup, sa Batmobile dans celle-là. Oui, je trouve qu'elle est très appropriée. Je trouve qu'elle est plus proche d'une Batmobile que celle qu'on avait eu le droit dans Christopher Nolan. Ouais. Du coup, elle m'avait choqué quand il avait sorti de sa Batmobile. Pour vrai, moi je l'ai aimé. Mais je l'ai aimé finalement, on s'entend, je l'ai aimé. Mais elle était différente, c'était pas ce qu'on était habitué de voir.
Celle-ci qu'on a vue, je trouve qu'elle était plus fidèle à ce qu'on était habitué de voir. Une auto comme dans les vieux films des années 90 avec George Clooney, Michael Keaton. Une auto plus grosse que la moyenne, vraiment décorée à la Batman, tu sais. C'est un mélange entre un tank puis la première Batmobile, selon moi. On peut voir ça comme ça. La Batmobile, pas d'Adam West, là, la Batmobile de Celle d'Adam West, ouais. Ouais, celle-là, c'est une décapotable noire, là. C'est ça, avec des lignes rouges. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc ça, c'était pour Batman. Mais les scènes de combat de Batman, tu les as trouvées comment? Je les ai aimées. J'ai pas vu la même saveur que j'avais vu avec Christian Bale. J'ai vu une saveur différente. J'ai pas détesté. J'ai trouvé ça intéressant. Le combat le plus intéressant que je peux noter, à part celui contre Superman, c'est qu'il va sauver la mère de Superman. Ouais, mais je trouve que celle-là, c'est mieux chorégraphiée. Ouais. Parce que le problème qu'avec la trilogie Nolan, les combats étaient souvent tu sais, des gros plans, on voyait pas tout. Là, on voit Batman, on voit où il donne les coups, on sent que ça fait mal, puis en plus, ils utilisent vraiment tous ces gadgets. Hein. Celui-là, Ouais. c'est ça que le bac grappin, ça c'est Batarang, ils utilisent tout ça, j'ai trouvé ça, pour vrai, ça faut que je donne, j'ai trouvé ça cool. Puis j'ai vraiment aimé vraiment les scènes de combat, puis tu sens que c'est un Batman qui frappe fort, il fait mal à chaque coup qu'il mais donne. tu vois qu'il est plus lourd, parce qu'il Oui. il est porté sur le lot, tu vois qu'il est agressif, moi par contre, il y a des mais ça, il peut pas le mettre vu que c'est un film plus agressif, mais Batman, c'est surtout un personnage d'infiltration. Tu sais, ses combats, c'est furtif comme dans le premier Christian Bale. C'est pas un très bon détective dans celle-là. Là. Non, ben, on va pas voir son côté détective, on s'entend. Ben, peut-être un peu de la scène au musée. Au musée? Ouais, où que Lex Luthor se présente. Ah, ok, oui, excuse-moi. Il dérape, on sait pas pour quelle raison, là, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Puis dans le fond, c'est que Batman s'en va chercher des dossiers confidentiels. Ben, il pirate le serveur de Lex Luthor parce qu'il y a des dossiers qu'il va avoir, sur Superman, mais il découvre qu'il y a plus que ça. Ouais. Finalement, on va même pas les dossiers Superman, en tout cas. Bref, cette scène-là est intéressante parce qu'elle introduit aussi Wonder Woman. Ouais, ça prend pas la voix, hein, je crois. Hein? Ça prend pas qu'on la voit. Oui. Je pense que ouais, hein. Il me semble que oui, c'est la première fois qu'on la voit. Elle est introduite là, en tout cas, vite fait de même, il me semble que c'est ça, parce que c'est le motif qu'elle amène, c'est dans cette scène-là. Parce elle vient là. Du coup, on n'est pas sûr c'est qui, si on n'a pas vu les trailers, tout ça. On voit qu'elle est importante, puis direct dans cette scène-là, elle interagit avec Batman, à la tête de Bruce Wayne, puis elle lui vole son truc de piratage, qui pousse Bruce Wayne à la revoir plus tard dans une autre soirée, de discuter avec elle, de récupérer ça, de fouiller, puis de finalement tranquillement faire une entente avec elle, de comme collaborer, même si c'est pas vu tellement dans le film au début. Je voulais justement, ça va lancer sur le fait de parler de Wonder Woman. On a parlé de l'actrice tantôt, là, du personnage qui a été mis pour la première fois au cinéma. La première chose que je pourrais mettre de la base, c'est son costume, qui est pas traditionnel, qui est un costume vraiment original pour le film. Ouais, Même si les couleurs sont fidèles. Je se rapproche plus de Gladiateur. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais ils ont quand même gardé les couleurs, parce que des fois, ils voulaient tout le faire comme doré. Finalement, ils ont mis les couleurs pour que ça soit plus fidèle. J'ai trouvé le costume intéressant. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Je le trouve beau. Je trouve que c'est un beau costume. Ben, je pense pas que les costumes sont vraiment, là, tu sais, une petite parenthèse, le costume de Batman, là-dessus. Ben, je l'ai mis dans le sens que c'est la version du costume que j'ai l'habitude de voir dans la monture New 52. Okay. C'est un costume de gris, avec le logo noir assez en vue. Ben, ça se rapproche beaucoup de la couleur gris. Je pense qu'ils voulaient aussi aller chercher tout ce qui était Batman des animations des années 80. Oui, c'est ça, exactement. Gris avec la cape noire. Son costume plus réputé, parce que les Batman qu'on a eu avant, il y en a aucun qui avait un costume proche. Christian Bale, il avait son propre costume tout noir, qui était une nouvelle version de Batman. Ouais. Avant ça, George Clooney, Michael Keaton avait une version différente du costume. George Clooney, je trouve que c'est une des pires versions du costume. Avec les épaules, là. Ouais, ça, puis de l'argent, dessus la couleur argent, c'est pas super beau. Bref, pour pas s'attarder trop sur le costume. Ouais, Wonder Woman, on peut y retourner, excuse-moi. Ouais, ben c'est ça. Le personnage de Wonder Woman, on le voit pas tant que ça. On le voit à quelques 5 clics qu'il avance dans l'histoire parce qu'elle est comme la troisième personnage importante, si on peut dire. Parce que c'est comme la troisième héros qui est présenté dans le film, parce qu'il est comme un trio. Pour partir de la Justice League, c'est comme l'aube de la justice. J'ai quand même aimé la personnalité que j'ai vue, qui est une guerrière, qui est là pour protéger le monde. On le voit même dans la scène par la fin, quand elle décide d'aller prendre l'avion pour s'en aller, elle voit le combat, elle hésite, finalement, elle fait non, son devoir embarque, elle revient, puis elle vient se battre. Ce que j'ai trouvé un peu comme la façon qu'il est introduit. Parce qu'elle vient à Metropolis pour lui payer une photo qui a été volée. C'est un peu banal, mais il fallait un événement pour l'emmener à venir ici, tu comprends? Ouais. C'est pas un personnage qui va à Metropolis à la base, il fait une introduction pour ce personnage-là. Je pense pas que Wonder Woman nuit au film en soi. On sent que c'était pour l'introduire. Je pense, je sais pas, peut-être j'aurais préféré attendre au film qui s'en vient.
Je sens qu'il va y avoir beaucoup de potentiel là, qu'on va voir là. Ouais, je pense que ça aurait été mieux d'attendre là. Je comprends qu'il voulait l'introduire. Ben, il fallait introduire, je pense. Parce que là, je vais lancer sur le personnage, mais juste pour finir, il y a vraiment c'est sorti, donc j'invite les gens à l'écouter, parce que ça donne le goût de voir le film de Wonder Woman, parce que moi, ça m'a donné le goût. Je sais pas encore. Non, t'es pas sûr. Moi, j'étais vraiment pas sûr, j'étais sceptique, mais là, il m'a donné le goût. C'est pas un personnage que j'ai jamais vraiment lu ses BD. C'est pas un personnage qui m'avait intéressé, mais là, en tout cas. C'est pas le personnage en soi qui me donne pas goût d'aller voir le film. Je pense que c'est l'amalgame des 3 derniers films de DC Universe. Ouais. Ben, je vous propose ça tantôt, c'est tellement de choses à dire. Je vais continuer avec un autre personnage. Dans le fond, on va faire le tour des héros en premier, puis après on va aller sur les méchants, si ça te dérange pas, donc on va finir avec les héros. Ils nous ont présenté 3 héros très rapidement dans le film. Ils ont essayé de faire une différence, contrairement à Marvel qui a fait une scène dans le générique pour introduire de nouveaux éléments. D'ici, on décide de faire une scène très particulière en plein milieu du film. Que je vais te laisser décrire parce que je vois ta réaction. Ok, je vais essayer de faire ça bref. Vas-y. Bruce Wayne a piraté les dossiers de Lex Luthor. Ouvre son dossier. Faut que je donne. Félicitations, Lex. Tu es un génie pour ce qui est des logos. Tu as dessiné les logos d'avance. Parce que oui, sur l'ordinateur de Lex Luthor, on voit les logos d'Aquaman, de Flash et de Wonder Woman. Et de Cyborg. Cyborg aussi, excuse-moi. Merci, Cyborg aussi. Ouais. Là, on voit que Batman voit Wonder Woman au départ. Ouais. Puis Wonder Woman se rend compte que Bruce Wayne a remarqué ça. Ouais. Ok, on va commencer avec Aquaman. Aquaman est dans un genre de paquebot échoué, je crois, dans l'eau. Oui, dans l'eau. Ouais. Et tu le sens qu'il tient son souffle, puis qu'il a de la misère. C'est tellement amené d'une façon... Il faudrait vrai dans ce segment-là, Aquaman est vraiment mal amené, là, c'est vraiment mal réalisé. C'est mal réalisé. J'ai pas eu une belle image, d'accord avec toi. Ça commence mal. Ça m'a pas donné ce que je pensais que je voulais voir, là. C'est pas l'Aquaman que je m'attendais à voir comme ça. Il est mal introduit, on le voit, comme si il était à bout du souffle. Il est pas naturel du tout. Il est comme aussi, son regard, il a l'air perdu, j'ai comme pas aimé ça. Je vais finir avec Flash. Parce que Cyborg, oh mon dieu. Dans le fond, on voit que le père essaie de toutes les façons possibles de pouvoir animer son fils. Ouais. Il réussit. Mais c'est tellement CGI au bout, là, tu le vois qu'il est accroché sur son genre de mur. Tu le vois tellement que c'est fait par ordinateur. C'est tellement mal fait. C'est tellement... C'est jeté, tu sais, ils ont fait une séquence rapide pour le montrer. Je veux dire... c'est pas les séquences, on s'entend, mais c'est pas super. Mais si c'était pour les introduire, on peut faire la différence, tu comprends? Ouais, mais là... Mais Cyborg, en mettant ce personnage peu connu, ben il est maintenant plus connu. Il vient de Teen Titans, ouais, puis il était... depuis sa popularité, ils l'ont enlevé de là, puis ils l'ont mis dans la Justice League, en remplacement de Massive Manhunter, qui était un héros très connu, que j'aimais beaucoup, qui ont décidé qu'il était pas assez populaire contrairement à Cyborg, qu'on mis Cyborg à sa place. Puis Massive Manhunter est rendu un héros secondaire, c'est pas une joke. Puis Cyborg, je l'aime, mais c'est pas un héros super intéressant pour moi, hein. Mais dans la Justice League, il fait pareil. On va voir. Mais en tout cas, tu l'as fait avec Flash. Ouais, Flash, son caméo, il est bien. En fait, il faut préciser, Flash, c'est le seul qui a droit à 2 scènes dans le film. C'est vrai. Si on va revenir après, mais finir avec cette séquence-là en premier. Flash, il est en train de jeter du lait, je pense. Ouais, il a jeté du lait. Et il voit un gars armé avec une cagoule et un arme essayer de venir chercher de l'argent dans la caisse dans un panneur. Alors Flash accélère, arrête le méchant, puis continue à acheter du lait. C'est rien que ça. Fait qu'on sait qu'il y a un gars qui court vite. Ouais, quand tu le sais pas, c'est qui. Avec son logo, on sait que c'est Flash, on voit l'éclair du logo de Flash. Mais juste avant qu'on continue, juste avoir ton opinion, pas sur ces 3 acteurs tête parce que, mettons, Cyborg, c'est pas un acteur super connu. Je sais même pas son nom. Par contre, l'acteur qui fait Aquaman est quand même relativement connu. Jason Momoa. Exactement. Il a fait quelques rôles intéressants, dont Conan le Barbare récemment. Il joue aussi dans la Game of Thrones. Il a fait Khal Drogo, qui a été très marqué comme personnage. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. À la base, c'est pas un acteur super connu, mais il est en train vraiment d'avoir une notoriété assez particulière. Ben, faut dire que je crois que Game of Thrones l'a vraiment propulsé cette année. Il y a pas de Conan aussi. Ouais, c'est pas mal ça que j'ai vu de lui. Je sais qu'il a fait pas mal de choses quand même. Mais il y a la gueule, hein. Il y a la gueule. Il y a une gueule, il y a quand même un look exotique, ce qu'il fallait pour le personnage d'Aquaman. Mettons, j'essaierai pas de chercher. Ben, exotique, en fait, non, je me reprends. Juste m'excuser, je me reprends. Parce que l'Aquaman qu'on a l'habitude de voir, c'est un humain classique. C'est un blanc, blond, classique. Et là, ce qu'ils ont voulu, ils l'ont dit, ils veulent faire des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, ils ont fait un Aquaman vraiment exotique, vraiment quelqu'un qui vient de la mer, tu sais, je veux dire, son look qu'on voit, il est comme sauvage, il a une petite barbe, il a les cheveux longs, blond, châtain, il est torse nu, avec un pantalon, il a des tatous,
Quand on le voit, on n'a pas assez pour voir vraiment son personnage, on peut même pas savoir sa personnalité parce qu'il parle pas. Donc je peux pas vraiment parler, mais l'acteur en tant que tel, je trouve que il y en a un personnage assez intéressant. C'est Ezra Miller qui va faire Flash. Ouais, ça c'est l'acteur que je connais nullement. Espéré était quand même connu, ce que j'ai lu. C'est pour ça qu'il est choisi, même s'il est pas super connu, il commence à être connu. Il a fait quelques films à ce qui paraît. Actuellement, il va jouer dans le prochain film d'Harry Potter qui est un dérivé. Ah, ok. Les animaux fantastiques, je l'ignorais, vois-tu. Mais sinon, c'est surtout des films indépendants plus ou moins connus, en fait. Ah, c'est ça. Mais Espéré, il a une bonne notoriété. C'est pour ça qu'il est choisi. C'est le réalisateur qui a choisi cet acteur-là. Il voulait absolument avoir lui faire Flash. Il a dit qu'il voyait en lui le Flash qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'on s'entend, il y a déjà la série Flash en ce moment. Il y a beaucoup de gens espéraient voir Grant Gustin, si je le prononce bien. Grant Gustin? L'acteur qui fait Flash en ce moment dans la série. Ah, qu'est-ce que je vois? Beaucoup l'espéraient voir dans le film, parce qu'il a fait un lien entre la série et les films. Le réalisateur, tu dis qu'il aimait pas l'acteur, ce qui a jeté une vague de froid dessus. Puis quand il a shooté cet acteur-là, c'est encore pire. Les gens ont tout de suite critiqué ça, parce que c'est un acteur qui n'est nulle part, qui a pas fait de grand succès, qui a pas vraiment la gueule de l'emploi, si on peut dire. Mais le réalisateur, tu te dis qu'il prenait sa défense, qu'il disait que c'est un acteur qui avait du potentiel. Donc, ça reste à voir. Pour vous donner une autre chance, et c'est sûr qu'il y aura une deuxième scène dans le film. Cette scène-là est particulière, je voulais qu'on en parle. C'est très mal fait. C'est une scène qui est dure à discuter. Je vais en parler vu que tu parlais de la précédente scène. Dans le fond, à un moment donné, Superman, dans sa Batcave, puis il est assis devant son bat ordinateur. Il est fatigué parce qu'il cherche une solution pour régler le problème de Superman. Il s'assoupit. Puis en s'assoupissant, tout ce qui arrive, il se réveille sur le coup, puis il y a un flash d'électricité, puis t'as Flash qui arrive, puis il annonce qu'il demande au début s'il est arrivé trop tôt, puis il annonce, il dit c'est le essai de la clé, il dit t'as raison, c'est le essai de la clé, il dit une autre affaire, puis il dit je pense que je suis arrivé trop tôt, et je vais revenir, puis il s'en va. Puis du coup, t'es pas sûr que tu vois Flash, parce que la façon que t'es arrivé, t'es comme plein d'électricité, tu vois en rouge, tu vois pas super bien. Je sais pas comment t'en as pensé de cette séquence-là. C'est tellement mal fait. Tu sais, on n'est pas sûr si c'est un rêve de la réalité. Oui, puis tu vois que le costume était pas encore définitif pour Flash. Parce que tu y demandes, mais pas trop, hein. Non, ben, c'est ça. Puis là, après ces séquences-là, là, tu vois, Batman, il se réveille, il est dans une place désertique, il y a un manteau, là, il s'avance, il va voir des gars, il y a une armée, est-ce que vous l'avez dit oui, il ouvre un camion, il rentre dedans, juste à des autres, tu vois le logo à terre que les gens connaissent pas, si on peut lire les comics, c'est le logo de Darkseid, qui est un des plus grands, c'est l'équivalent de Thanos qu'on voit dans le prochain Avengers, c'est un grand méchant de la Justice League. Et là, personne comprend ce qui se passe, on sait pas si c'est la réalité ou un rêve. Il rentre, il dit, on a ce que t'as besoin, il ouvre une boîte, on voit que c'est vert, on se dit que c'est la kryptonite, il s'approche, là c'est un piège, puis là, il se prend par les fidèles de Superman. Puis là, il y a des espèces de démons qui arrivent, on comprend pas ce qui se passe, il s'est capturé, il est enchaîné. Superman qui arrive, là, tu vois que Superman dans son ordre, tu vois tout de suite qu'il y a un grand menaçant agressif, tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Là, tu peux commencer à faire le lien un peu avec ce que Flash a dit, il dit, il s'est passé de quoi, il dit, c'est le scène de la clé, c'est qu'il s'est passé de quoi. On peut présumer qu'elle soit morte ou disparue, parce qu'on voit que Superman, il n'y a plus d'émotion, il est genre, je veux tuer tout le monde, dont Batman, genre. Fait que là, il arrive devant Batman, il démasque, puis là, c'est là que je crois, je suis sûr, une fois c'est là qu'il se réveille, plus ou moins Batman. La séquence est quand même assez pitchée rapidement. Et là, il se réveille, là, t'es comme pas sûr si c'est un rêve ou la réalité. Puis là, le film continue. Mais c'est tout le temps ça, il y a plein de scènes qui arrivent dans le film, qui arrivent dans un moment. Ça met les aurait pu à mettre à la fin en générique. Mais ça arrive tellement, c'est toujours garoché. C'est ça qui arrive dans ce film-là, c'est plein de scènes garochées à gauche et à droite. Donc c'est ça, le film il est saccadé comme ça. Donc c'est ça, là on a parlé des super-héros. Je vais m'attarder sur ces deux méchants, ça nous permet d'aller vers la fin du film. On a parlé de l'acteur qui fait Lex Luthor. En tête d'élection on a parlé un peu. Mais je pense quand même pas une petite chose intéressante sur lui. C'est quand même, il a fait des versions différentes. On peut dire, c'est pas la version d'un Lex Luthor qu'on a l'habitude de voir. Non. On a dit que ça approche plus d'un Joker en termes de psychologie, de celui qu'on a vu dans Christian Bale, dans la trilogie de Nolan. Il y a un côté psychopathe, il cherche à tout prix à montrer que les héros sont méchants, puis il va pousser les deux à s'affronter, c'est d'où le combat, parce que Lex Luthor va pousser Superman à affronter Batman, sinon il va tuer la mère de Superman. Ce qui est un peu absurde, Superman peut la sauver. Il finit par être obligé, fait qu'ils vont s'affronter, qu'on va se dire que le combat est relativement rapide. Ouais, le combat de Batman vs Superman, le combat sur le toit. Ben, j'ai aimé, de toute façon, Batman, s'il veut battre Superman, il a pas le choix d'utiliser des pièges. Non, c'est ça. Parce que c'est impossible de battre Superman. Non, c'est là aussi qu'on voit la kryptonite en face, parce que juste un peu avant, il réussit à voler la kryptonite, la seule kryptonite qu'on voit dans le film. Il réussit à voler, puis il sait des armes avec, sauf des balles. Quand on sait qu'il était prêt à tuer avant, ça m'a étonné, ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais en même temps, il fait que c'est un combat équitable. Donc, il y a des grenades, des lances, tout ça, en tout cas. Il fallait faire durer le combat. Ouais, c'est ça. Fait qu'il veut le torturer.
un peu la meilleure parce qu'ils sont basés un peu sur la BD de Dark Knight Return, où que c'est un vieux Batman vieillissant qui a en haut de 50 ans, qui revient de sa retraite pour défendre sa ville. Puis le seul super-héros encore actif qui travaille pour le gouvernement, c'est Superman. Puis il arrive, puis Superman il reste jeune. Donc il Il s'affronte. est plus ou moins corrompu. Ouais, il est un peu corrompu. Puis il décide de s'affronter, puis le Batman essaie de prendre le dessus à la fin. Pour lui montrer que dans le fond, Superman n'a pas tous les droits, qu'il est pas le plus fort sur la planète, qu'un simple homme peut le battre. Parenthèse de Green Arrow qui l'a dit, mais ça, c'est un détail. Parce que, ça pour revenir au film, que le combat est relativement court. On s'attendait à plus de ça parce que... Pour un film qui s'affiche en tant que Batman. Ouais, c'est ça. Le combat est quand même assez court. C'est une séquence de coups de poing, de gadgets, il revole d'un bâtiment à l'autre, pitch sur le grappin. Les séquences sont rapides. Moi, j'ai tout à la fin de la bagarre où que ça se termine brut. Dans le fond, Batman réussit à prendre le dessus, même s'il est super magané, il réussit à prendre le dessus Superman. Il prend une lance qu'il a faite en kryptonite, puis il arrive pour lui planter dessus, puis t'as juste Superman qui est en train d'agoniser à terre, parce qu'il est plus capable d'expliquer parce qu'il a la kryptonite de trop endommagé, puis il fait se dire Martha à quelques reprises. Puis lui, comme il fiche, puis pour comprendre, leurs deux mères s'appellent Martha. Ouais, donc et ça, là, fallait y passer. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as juste l'instinct qui arrive en courant, genre apeuré pour Superman. Puis là, elle arrive, puis là, elle dit genre, pourquoi il dit son nom, puis il dit, c'est le nom de sa mère, puis il est comme, fuck, puis il laisse tomber sa lance, puis là, il y a une petite discussion rapide, vraiment qui dure très rapidement, la discussion. Je pense même pas une minute. Puis ils font la paix, ils font la... Quand il se pétait à Yes, il se mettait de la vapeur sur la tête, il s'allait le tuer. Ah, ta mère s'appelle Martha. Ouais, moi aussi. Bon, on peut parler. On peut être les meilleurs chums du monde! Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Mais, je sais, il y a quelqu'un qui me l'a expliqué, cette scène-là. Pourquoi que Batman change de camp rapidement? En fait, ce qui arrive, c'est que la scène d'introduction où on voit les parents de Batman se faire tuer, c'était justement pour dire, gars, moi, je suis pas un Batman qui va tuer. Je suis pas au même niveau que le tueur a fait à mes parents. C'était ça, mais c'est tellement mal amené que faut que tu le réécoutes pour le comprendre. Encore une fois, c'est le problème de la réalisation, là. Mais ça, c'est ça. Donc, Marco Twist, là, selon moi, c'est très... C'est un des éléments les plus faibles du film. Non, de séquence-là, je veux sauter tout de suite à une autre séquence, la suivante. Dans le fond, c'est l'accélération jusqu'au combat final. Donc, ils partent chacun de leur côté pour faire chacun leur mission. Superman part confronter Lex Luthor. Ouais, il m'allait pas de me permettre de dire quelque chose. J'attendais, là. S'il y avait une incohérence qui m'a... Juste là-dedans. Ok, dis-moi rapidement, vraiment brièvement, c'est quoi les intentions de Lex Luthor dans le film? Ses intentions, c'est de montrer à l'humanité que les héros, dans le fond, c'est des méchants. Ouais. Ils n'ont pas leur place. Que Superman est une menace. Voilà. La solution de Lex Luthor, on crée un monstre plus fort, incontrôlable, puis intuable. Mais, pour expliquer, c'est que Lex Luthor, il réalise que dans le fond, ça se peut que Batman, Superman prenne le dessus. Donc, là, quand il voit que Superman, je me sais plus exactement de la scène, je veux dire, il réalise qu'il a besoin d'un plan B. Donc, il crée un monstre, comme tu dis, pour affronter Superman ou Batman au besoin. Parce qu'il sait pas qui va gagner. Il n'y a aucun contrôle dessus. Il prend la dépouille de Zod, il va dans le vaisseau qui ressemble bizarrement pas au premier. Ouais, t'as plus de différence en temps. Oui, il rentre dans de l'eau, puis il a pas ça dans le premier vaisseau, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben, en fait, c'est une salle qu'on n'a pas vu, je pense que c'est ça le but. Ouais, mais la grosseur du vaisseau. En tout cas, ouais. Il se coupe la main, il donne son sang, parce que ça va être le sang, c'est assez pour réanimer Zod. Ils disent qu'on faisait de génétique encore actif. Parce que Zod, il est mort, fait qu'il peut pas le réanimer, puis qu'il est mort, fait qu'il a besoin de quelque chose de vivant pour le ramener. Bref, je le laisse cette séquence-là, mais juste faire une petite parenthèse, je pour dire que Batman lui part de l'autre côté sauver la mère de Superman. Ouais. C'est une des meilleures séquences qu'on a dit, on en reparlera pas. Tout ça pour vous dire qu'on vient au combat final, que le monstre s'échappe du vaisseau. Ouais. Puis là, au début, c'est Superman qui doit l'affronter lui tout seul. Puis que c'est le méchant, c'est Doomsday, qui est un des méchants les plus réputés de Superman, qui est relativement quand même assez connu. Oui. Il doit ses BD c'est un des rares méchants qui réussit à battre Superman assez facilement au début. Parce qu'il est un peu à la manière de Bane pour Batman. C'est un méchant brut. Sa force, sa pouvoir, c'est son côté brut. Il ressent pas la douleur. Il a une existence hors du commun, plus haut niveau que Superman. Il a une force, je dirais, un petit peu plus élevée que Superman. On le voit dans le combat. Superman, il a de la misère à garder le dessus. Puis c'est une brute. Puis en plus, dans le film, il y a un seul élément qu'il n'y avait pas dans le personnage. Il envoie des décharges. De temps en temps qu'il est en colère, il envoie des décharges. Parce qu'il envoie des décharges. Puis ça m'a vraiment troublé au début. J'ai trouvé ça intéressant quand même. Ça ajoutait une personnalité au personnage. Mais ça ajoutait des éléments de destruction dans le film, là.
Encore là, on peut voir que dès le début du combat, on voit que la ville est clean, puis là, c'est tout ravagé. Puis je sais pas ce qui s'est passé du monstre, tu l'as en parlé aussi, j'étais comme un peu coupé. Quoi dire, c'était, je pense que t'as pas mal tout dit, en fait, mais je suis pas sûr que l'interprétation de ce méchant-là, ce qui était décevant, c'est qu'il avait été dévoilé par la bande-annonce. Ouais, Je pense que ça aurait été une très belle surprise de pas l'avoir. surtout qu'ils l'ont mis à la fin de la bande-annonce, juste pour, tu sais... Hey, il est là! Ouais, C'est ça a tellement de surprise dans le film. La deuxième bande-annonce de Batman et Superman était très mauvaise, on va se dire. Pas autant l'effet que le premier, quand ça commence avec la citation Tell me, do you bleed? Ouais, ça frappait, là. Puis dans le film, c'est juste pour parenthèse, dans le film, la séquence est vraiment dégueulasse, là. Oh, ouais. Parce que Superman, quand il décide que, dans le fond, pour lui, Superman, Batman, c'est nul aussi, parce que Batman, dans le fond, il fait mal sa job. Fait qu'il dit, je vais m'occuper de Batman, fait qu'il va le voir dans sa ville, qui est juste à côté, c'est son voisin. Ouais. Fait que là, Batman est en train de faire une poursuite pour enquêter sur quelque chose, puis Superman l'intercepte, il pète son auto, il le fait sortir, puis il le menace, il dit, t'arrêtes d'être Batman, sinon je vais être obligé de t'arrêter de moi-même. Une menace. Puis là, il arrive pour partir, t'as juste Batman qui le regarde, puis il dit, en même temps qu'il part, il dit, est-ce que tu saignes? En tout cas, ça va venir. Ouais, c'est pas... Dans la bande-annonce, t'avais la pub et tout ça, mais c'était même pas une séquence. J'ai été déçu de ça. En tout cas, pour en aller à la fin, parce que là, je veux pas qu'on déraille trop, mais le combat final avec Doomsday, là... c'est la saturation des effets spéciaux. Ils ont tout mis là. Il y en avait vraiment beaucoup. T'as Wonder Woman qui arrive de nulle part. Ouais. Elle décide de venir aider parce qu'elle était dans l'avion, j'imagine qu'elle a pu sortir de l'avion et qu'elle vole. Elle a réalisé que, tu sais, elle voit le combat, elle dit, ok, j'ai le devoir d'y aller. Ouais. Même si elle voulait cacher son identité parce que l'exécuteur le savait. Ouais, parce que sinon, il y avait une chance qu'il... Fait que là, elle revient, puis elle vient aider en support Superman. Batman n'est pas là au début parce que il s'est plus de sauver sa mère. Il arrive plus tard, pour continuer le combat. Le combat est assez chaotique un peu. Au début, Superman, il revole un peu partout avec, à un moment donné, surtout dans l'espace. Là, t'as l'armée qui arrive de nulle part. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Puis ils disent, ok, on va en profiter. Si on plus sur Terre, on va leur picher le bombe nucléaire. Ça va régler le cas des deux d'un coup. Comme ça, ben, on va se laver les mains. Puis là, t'as la fille à côté qu'on a vu dans Man of Steel, que je sais même pas ce que c'est son personnage. Elle dit, oh non, Superman, c'est un héros, on doit pas faire ça. Puis ils font peser sur le bouton. Fait qu'ils pèsent sur le bouton. Et mais s'il passe, ça frappe les deux. Résultat, Doomsday tombe sur Terre. Superman, il est rendu zombifié. Ça continue. Ouais. Donc, ouais, on pourrait avoir un problème technique. Désolé. Donc ça, la séquence est assez saccadée. L'armée arrive, tout le monde nucléaire. Superman est zombifié. Je sais pas si tu te rappelles l'image. Il est vraiment bien, tout ça. Ça, c'est fidèle parce qu'il y a un maximum de dommages qu'il peut encaisser Superman. Une bombe nucléaire, c'est pas mal sa limite qu'il peut encaisser. Comme dans les comics, c'est déjà vu quelques fois. Puis, c'est ça. Fait que là, après, il tombe sur Terre, puis là, le vrai combat commence. Là, les trois se réunissent, ils affrontent une place déserte. Ils voient qu'ils sont pas capables de prendre le dessus. Même si Wonder Woman arrive à maîtriser un peu, à certaines reprises, surtout avec le lasso. À ce moment-là, c'est là que, parce que le combat, j'ai trouvé un peu particulier. C'est là, comme tu dis, c'est satisfait avec les effets spéciaux. Ils finissent par, c'est là que j'ai vu qu'une scène qui avait pu avoir quand même aussi qui avait été introduite, parce que là, ils réalisent qu'ils sont pas capables d'avoir le dessus, donc il y a Lois Lane qui est là, comme spectatrice. Elle a un flash. Elle se dit, ben, chercher la lance qui est censée tuer Superman, qui traîne. Ça va sûrement marcher parce qu'il est kryptonien, lui aussi. Qui a pas à le chercher, mais ils l'ont pitché dans l'eau juste avant la séquence d'avant. Lois Lane, elle l'a pitché dans l'eau pour être sûr que personne ne puisse s'en servir. Là, il faut qu'elle aille le rechercher. Fait que là, pendant le combat, tout s'effondre autour d'elle. Elle est prise dans l'eau et elle est en train de se noyer. Là, moi, j'étais comme, ok, mais là, c'est une belle scène pour que Aquaman arrive et vienne les aider, tu sais. Mais non, elle est juste en train de se noyer, puis finalement, Superman arrive. Pourquoi l'annoncer Aquaman au casting, rendu là? C'est une belle scène pour l'introduire, je trouve ça dommage, en tout cas. Fait que là, il passe la lance, mais là, Superman ne peut pas la garder parce que s'il apprend, il est faible. Là, tu sais, on peut donner la lance à Batman ou à Wonder Woman. Mais non, Superman dit, c'est mon ennemi, il vient de mon monde, je dois me sacrifier. Ouais, ça, c'est une des... c'est une scène, on va parler là du sacrifice de Superman. Ouais. Superman prend la lance, rentre la lance dans Doomsday. Dans Doomsday, excuse-moi, rentre la lance dans Doomsday, et Doomsday, par la même occasion, il plante il prend un pic qu'il y avait dans sa griffe, genre une griffe. Je crois que c'est une griffe. Il plante dans le torse de Superman. Et Superman, malheureusement, décède. Ouais. J'explique ça vite. Mais ça, c'est une belle scène à la fin quand on voit l'armée américaine avec le cercueil, avec le signe de logo de Superman en silver. Dans le fond, si tu me permets, je vais dire la fin. Dans le fond, on amène le cercueil à la tombe, on pêche du sable dedans, et t'as Batman et Wonder Woman qui se voient à l'enterrement, et dit là, Batman arrive et dit, bon, ben, j'ai quelque chose à te proposer, je sais que t'es spécial, je suis en train de travailler sur un projet, toi et moi,
on embarque, on va aller chercher une équipe. Pour, justement, s'il y a d'autres menaces comme on a eu avec précédemment. Et en fait, il dit, j'ai un pressentiment. Ouais, c'est vrai, mais... Parce qu'il y a comme son rêve, mais il est scène, flashback, rêve, tu sais, qu'on a parlé tantôt, là, qui c'est ça son pressentiment, ouais. Sinon, rapidement, on voit la tombe. Et la tombe, sur la tombe de Superman, on voit... Brièvement. Très, très brièvement. Je pense que c'est 0.1 seconde, on voit la Terre lever un peu. Mais cette scène-là me fait rappeler drôlement la scène dans X-Men 3, à la fin. Je sais pas si tu t'appelles, la dernière scène, on voit Magneto qui est seul dans le parc. Oui. Il joue aux échecs, puis là, il lève sa main, puis il voit qu'il y a encore... Là, ça zoome sur sa main, puis la pièce... C'est vrai. La pièce, c'est genre, elle sort juste un petit peu, elle fait se bouger un peu, puis là, ça coupe comme ça. Là, ça fait juste dire, il peut avoir une suite. Ouais. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé, il y a une suite plus tard. C'était un désastre, ce film-là, mais... Ouais, en tout cas, on en reparlera. Ouais. Mais c'est ça me fait penser à ça, mais oui, le film finit comme ça. La base du film, c'est justement pour faire un entre-deux entre Superman et Justice League. En quelque sorte, il avait fait son but, même si c'était très désordonné. Il y avait beaucoup de choses qui devaient être mises dans ce film-là, c'était très difficile. Je pense qu'on peut... Faire la note. Ouais, je pense qu'on va faire. Parce qu'on a quand même beaucoup détaillé le film. Je pense que c'est notre plus grosse émission qu'on va faire. Je pense que c'est le plus gros film. En tout cas, à date, je pense que c'est le plus gros film. Ça reste un des plus longs épisodes. Ouais. Peut-être Civil War, je pense qu'on peut en faire du stock aussi avec Civil War, mais c'est plus loin dans... Et on va juste à préciser aussi, on va prendre une pause de film de super-héros. Ouais, non, c'est ça, on a commencé avec des films, on voulait clencher les DC Universe pour l'année. On va rembarquer sur l'année prochaine, mais là, on prend un petit break. Dans l'année, oui, c'est ça. On veut faire tous les types de films. On a d'autres projets ça amène d'autres films qu'on veut parler. On va parler des différents films horreurs, comédies, action. En tout cas, ça, on va faire des annonces d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on va aller avec la note. Je vais te laisser commencer par ta note. Sur 5. Sur 5, je donne un 1. Un 1 si drastique que ça, je serais au moins de dire un 2 dans ton cas. Non, je vais littéralement avec la note de base, la plus basse que je peux avoir. Je déteste ce film. Je considère que c'est une insulte aux fans. C'est une insulte à l'intelligence humaine. C'est une insulte à la planète. C'est une insulte au 7e art. C'est une insulte. Ce film-là est un produit pur et simple qui est une insulte sur tous les points. Je considère que c'est prendre ton public comme des effets et ça vient me chercher. Warner, il est temps que vous vous mettez les mains dans les poches puis vous vous dites qu'est-ce qu'on fait. Puis ce que je trouve drôle, c'est que leurs films d'animation sont des chefs-d'œuvre. Il y en a plusieurs sortis déjà. Moi, je les ai tous vus. Je sais que t'en as pas vu vraiment. J'en ai vu quelques-uns. Mais il y en a une grande série de films. Ils sont basés la plupart sur des comics, dont le dernier qui est sur Killing Joke, qui est un des plus grands comics maintenant. En tout cas, je veux juste dire que c'est drôle parce que Warner focus beaucoup sur l'animé et pas sur le réel, ce qui est, je trouve, particulier. Puis longtemps, il fait dans l'arrière et complètement bon. Ouais, il commence à revenir sur le marché. Donc, moi, ma note, je vais être un peu plus mitigé, un petit peu plus enclin que toi, même si, comme toi, j'ai beaucoup été déçu par le film. Ma note, c'est difficile à dire, je dirais qu'un 2.5. J'aurais tenté de dire peut-être un peu 3. En fait, je vais être clair. 2.5 la version courte. J'ai vu la version longue. Je donne 3 pour la version longue. C'est vraiment ma note finale. On finit l'émission juste en disant continuez notre émission, restez à l'affût, likez notre page. On est disponible sur Twitter et sur iTunes. N'hésitez pas à nous suivre. Il existe une application sur les iPhones pour avoir accès à iTunes. Donc, vous pouvez l'écouter sur votre cellulaire. J'ai travaillé longtemps pour nous avoir sur iTunes. C'est important de préciser aussi qu'on est sur YouTube aussi. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Suivez-nous sur YouTube aussi. Tous nos vidéos vont être sur les 3 en même temps. Donc, c'est ça, continuez de nous suivre. D'autres projets vont arriver. Ne vous inquiétez pas qu'on a dit, les films de super-héros, c'est pas notre seul domaine. On a déjà fait une liste de plusieurs films qu'on devrait parler. D'autres chroniques vont venir à jour. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas. On y a pas cette amélioration. On veut aussi toujours avoir une émission de la meilleure possible. Si vous avez des idées aussi, on est très ouvert à d'autres idées, des suggestions de films. C'est des films que vous voulez qu'on parle, des séries de films. Il faut d'ailleurs préciser, on peut parler juste de films. Dans certaines émissions, on peut aussi parler de séries TV. Puis ça fait partie de l'univers de ce qu'on veut parler. Et je pense qu'il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on fasse des débats sur l'univers des films sur le DC ou de Marvel ou de l'avenir de Transformers. Exactement. Avoir des thèmes. Il y a beaucoup de possibilités qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût. Restez à l'affût. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir suivi notre podcast et j'espère que vous allez continuer. Et voilà, tout est dit. Et alors, à la prochaine. À la prochaine.